On a mis 7 ans pour devenir rentable. De un, j'ai pas l'ADN d'abandonner. J'ai pas l'habitude d'abandonner. J'abandonne pas. Et de deux, je me dis, ok, mais pour faire quoi? Aujourd'hui, on est présent au Maroc et dans 12 pays en Afrique. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, etc. On est à peu près 80 personnes, on fait à peu près 20 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Quand tu lèves des fonds, l'argent que tu as, si tu sais pas le gérer, tu accélères ta mort. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat. Omar Sfiani, welcome. Merci à toi. Super content de te recevoir. Pareil pour moi, merci beaucoup. Tu es le founder de Sobrus, Exact. une start-up dans la santé qui existe depuis un moment, depuis plus de 10 ans. Et donc très content de te recevoir. J'ai envie de comprendre un peu ton parcours, comprendre ce secteur un peu de la santé. Tu fais un logiciel pour les pharmacies, mais pas que. Tu vas m'expliquer un peu tout ce que tu fais. Donc si ça te va, c'est un petit peu le programme pour aujourd'hui. Super, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Bien sûr, moi c'est Fiani. Alors j'ai lancé Sobrus en 2011 avec un ami d'enfance. On était encore étudiant, lui il était à Toronto, moi j'étais en France sur l'île. Et après donc on s'est spécialisé dans la santé en 2012-2013. Et depuis on fait grossir Sobrus, on sert nos clients chaque jour. Et aujourd'hui on est à peu près 80 personnes et on est spécialisé C'est la dans première boîte que tu as lancée? Exactement, c'est la première. En tout cas, qui compte. On va pas Qu'est-ce que tu compter as l'autre fait, entrepreneur. qu'est-ce que tu as fait avant? Dans quel contexte tu as grandi? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles études tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu lances la boîte? Alors en fait, si on veut aller un peu plus loin dans le passé, donc j'ai fait mes études au Maroc. Donc je suis né en France. Je suis rentré au Maroc quand j'avais 3 ans. J'ai fait mes études jusqu'au brevet, où j'ai commencé à faire un peu de sport. Il y avait les compétitions inter-clubs, inter-écoles, etc. Donc c'est là où on m'a recommandé de faire sport-études. Donc je me suis dit, est-ce que je fais sport-études au Maroc, Attends, mais ça, il faut que ailleurs? tu racontes. Parce que Ouais. avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit des scores dans le sprint incroyables. C'est ça. Donc tu faisais de l'athlétisme? C'est ça, exactement. Je faisais de l'athlétisme et donc je suis parti faire sport-études en France. Donc c'est un lycée qui est spécialisé là-dedans. Donc je faisais du 100 mètres, plus C'était quoi ton exactement, record? en 6, en seconde 6 et j'avais 16-17 ans. C'est énorme. Donc après, voilà, donc j'ai fait mon lycée là-bas, sport-études, donc les horaires aménagés, sport 3-4 fois par semaine. Donc tu es parti à quel âge? J'avais 15 ans. Donc tu habitais au Maroc. Ouais, 15 ans, on voit que c'est ça. t'as un talent pour l'athlétisme. Oui, 15 ans, tu pars tout seul. exactement. Ok, comment tu l'as vécu, Zama? C'était quelque chose de naturel pour toi, pour ta famille? Comment ça s'est passé? Bah, à l'époque, c'était très positif. Tu vois, quand tu dis je vais aller en France, je vais faire mes études en France, tu te sens un peu plus adulte, plus libre, plus. Donc, c'était super. Alors, j'avais la chance d'avoir ma tante qui était sur place. Donc, j'étais interne. Donc, je faisais de l'internat là, en semaine et le week-end, je partais chez ma tante. Donc, c'était super, très formateur. Tu deviens très rapidement autonome, très rapidement responsable de ce que tu fais. Tu gères ton budget. J'avais T'as 15 ans, t'es là-bas, quoi. c'est ça, donc j'avais 50 euros d'argent de poche, Ouais. 30 euros pour la carte du métro. Et donc, du coup, il fallait gérer les trucs, etc. Et donc, c'est top. Donc, c'est là où j'ai. Et tu fais quoi? Donc c'est un lycée, en même C'est temps, ça, c'est ça. Donc, la moitié lycée, du temps sport, la moitié du temps cours. exactement, exactement. Et donc, voilà, je me suis développé dans l'athlétisme et je faisais mes études. Après, donc, j'ai eu mon bac. Je commençais à faire de l'expertise comptable. Donc, enfin, j'ai fait de l'expertise comptable. Pourquoi tu continues pas en sport? Il y a un moment où tu as dû J'avais décider. continué, non, j'avais continué jusqu'à ma deuxième année, je pense, en expertise comptable. En fait, je commençais à avoir un peu des problèmes de croissance, de muscles par rapport à ma croissance. Donc, en gros, j'avais tout le temps de problèmes de genoux, etc. Parce que dans le sprint, tu fais beaucoup de musculation. Donc, je dois porter à 15 ans du 120 kilos, etc. Donc, c'était 120 kilos, comment? en squat. Ah ouais. Donc, ça veut dire que tu te développes, pardon, tu Tu développes tes développes tes muscles beaucoup muscles. plus rapidement que ta croissance. Donc, du coup, ça tirait sur les articulations, etc. Donc, je commençais à avoir des douleurs au niveau des genoux. Donc, je devais à chaque fois arrêter. Et quand tu arrêtes 2-3 mois, tu perds 2 secondes que tu récupères après pour récupérer en 6 mois Parce que chaque 1 seconde, seconde. chaque dixième, c'est ultra Exactement. difficile à récupérer. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment hyper compliqué. Moi, je trouve que le sprint, c'est vraiment un sport qui est perfectionniste. Je suis assez perfectionniste dans ma vie et je pense que
le sprint est assez perfectionniste, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, si tu fais un marathon, tu peux tomber, tu peux mal démarrer, tu peux Ouais, quand perdre tu ta as un sprint chaussure. sur 100 mètres en 11 secondes, 12 secondes, tout doit Exactement. être parfait. Exactement. Ton Sinon, départ, ta levée, ton accélération, ta foulée, ta musculature, ton truc, tout doit être parfait de bout en bout. ouais, et l'entraînement aussi. Beaucoup de Exactement. rigueur. Exactement. Donc du coup, voilà, il fallait de la rigueur aussi au niveau du sommeil, au niveau de la nourriture. Tu as gardé cette rigueur-là, des choses que tu as gardées de ton entraînement, de ta... Ça fait partie de ma personnalité, oui. Donc il y a des choses qui se sont intégrées dans mon quotidien. Après, pas avec la même rigueur parce que j'ai pas de compétition. Quand tu sais que tu as une compétition à la fin du mois, à la fin du truc, tu as un challenge que tu veux atteindre. Donc du coup, ouais. Mais Il y a j'ai beaucoup gardé comme cette d'entrepreneurs rigueur. qui ont fait du sport à haut niveau ou qui ont eu, ou qui font, tu vois, qui ont vraiment fait des compétitions de sport. Je pense qu'il y a un vrai lien dans la préparation, dans la performance, etc. Il y a quand même des parallèles. Après, je ne sais pas si c'est tout le temps du sport collectif ou parce qu'en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas si c'est mieux de faire un sport collectif ou un sport individuel. En tout cas, c'est des profils différents. Ok, donc tu fais ça, tu vas en expertise comptable. Donc C'est ça. rien à voir. Exact. Tu vas en expertise comptable. Comment tu passes de l'expertise comptable à monter ta boîte? Comment ça se passe? Alors moi, si tu veux, j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, par le digital, etc. D'ailleurs, avant même de partir du Maroc pour faire mes études en France, je faisais tout ce qui est CD, tu vois, à l'époque Emule, tu télécharges des Ouais. films, tu graves les trucs, etc. Donc c'était mon premier business, ou en tout cas mon deuxième business en tant que gamin, des CD que tu vends à 5, 10 dirhams, 15 dirhams, etc. Donc ça, c'était le premier truc. Après, je commençais à regarder un peu du code, mais je ne suis pas forcément un développeur. Donc du coup, je commençais à regarder un peu le site du zéro, comment faire du HTML, du CSS. C'est plus un C'est truc... collège, lycée? Ouais, c'est ça Plus tard. exactement. Même avant, non, collège, lycée, j'étais déjà dans ça. Et, mais du coup, quand je devais choisir après mon bac, je me suis dit, OK, je fais quoi? Est-ce que je fais du développement informatique? J'aime le digital, mais je ne me vois pas coder. Qu'est-ce que je fais? Mon père est expert comptable. Je me suis dit, bah, tiens, par défaut, je vais faire de l'expertise comptable. Je regrette absolument pas parce que c'est hyper complet comme formation. Tu vois tous les sujets, du contrôle de gestion, de la finance, droit social, droit des sociétés, Ça t'a etc. aidé pour monter ta Beaucoup, boîte? beaucoup. Ouais. D'ailleurs, ma première boîte Que que tu j'ai sens que tu as de montée. la rigueur dans les finances de ta boîte. Alors, pas forcément dans la finance, mais au moins tu comprends très bien. Il y avait Moi, il y avait quand même pas de rigueur dans la Ouais, vie. exactement. Moi, j'ai plus ressemblé à ma mère qui sait pas combien elle a dans sa poche. Mon père qui sait, tu vois, claler la poche droite combien il a, la poche gauche combien il a, etc. Et c'est pour ça qu'il est expert comptable. Moi, je regarde dans les grandes lignes. T'es Euh, obligé de toute façon, si tu ouais, veux avancer. après, mais c'est bien parce que tu comprends, bah, ça te structure un peu le cerveau, comment tu réfléchis, etc. Mais moi, je ne regrette pas, c'est une super formation. Donc après, vers la fin de mes études, c'est là où j'ai monté ma boîte. En fait, j'ai monté une boîte en France. D'ailleurs, j'ai créé la boîte tout seul. J'ai vu un peu un de tes derniers podcasts, quelle forme juridique choisir, etc. Donc du coup, j'ai choisi le SAS, enfin le SAS, une SAS. Une SAS, ouais. Une Une SAS. SASU. euh, SAS, ça associé c'est unique. ça, exactement. Une SAS. Et parce que j'ai étudié qu'en droit de société, c'était une boîte flexible, etc. Enfin, une forme juridique Ouais, c'était flexible, ça. etc. De toute façon, on disait, si tu veux monter une boîte, c'est une start-up, c'est une SAS, quoi. Ouais, c'est en France, Ouais. exactement. Ah, donc du coup, je pratiquais mes cours parce que j'étais encore étudiant, je pratiquais mes cours et en même temps, je me disais, tiens, je suis en train d'exécuter ce que j'ai étudié en cours, etc. Donc c'est top. Et donc, j'ai monté la boîte là-bas. Voilà, donc en fait, si tu veux, petite parenthèse très rapide, c'est que quand j'ai monté la boîte, c'était juste pour lancer un site e-commerce ou un site. Et à l'époque, c'était le site de petites annonces. J'avais vu Le Bon Coin valoriser 500 millions ou je sais pas quoi. J'ai dit, tiens, moi aussi, je veux faire ça. Donc j'avais 1000 euros dans mes économies. Donc j'ai commencé à essayer de bidouiller ça, comme je ne sais pas coder. Donc j'ai essayé de faire ça à travers des prestataires. Bien sûr, peu de budget, pas forcément des personnes sérieuses derrière. J'ai dû... Donc, tu as pris une agence ou des freelances C'est pour ça, t'aider. donc Ok. j'étais encore en France. Donc Ça, du c'est coup, souvent un truc qui est compliqué parce que tu commences ça m'était arrivé moi aussi sur une boîte, tu commences à payer
mais en fait, c'est jamais, Ouais. le produit, il est jamais fait. Et tu as Ouais. toujours des erreurs. Et à un moment, tu n'as plus de budget. Exactement. Et c'est pour ça que c'est Exactement. très compliqué d'externaliser ça, quoi. Exactement. Et quand tu es gamin et que les agences se voient que tu as 1000 euros, donc tu n'es pas un gros client avec qui ils vont construire sur du long Pas terme. la priorité. Voilà, exactement. Donc, du coup, moi, j'avais démarré avec des gens en Roumanie. Ils m'ont fait mon logo à 400 euros. Et après, c'est fini. J'avais plus de. Enfin, ils devaient me livrer en 3 mois et ça a rien fait. Donc, enfin, ils ont rien livré. Donc, du coup, j'ai recherché quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens en Tunisie, j'ai vu des gens au Maroc. Voilà, donc c'était un peu galère au début pour faire le truc. Je me suis dit, ok, bon. Donc, j'ai commencé à bosser avec des gens au Maroc euh, quand j'étais encore en France sur ce Pourquoi? site-là. Pour faire Pour un le site? le site de petites annonces. D'accord. C'était mon premier, on va Pour la dire, France. Le en marché, France. t'étais Exactement, en marché France. français, Ok. exactement. Ok. Donc j'ai fait ça, très, très difficile, encore une fois, pas de budget, etc. Donc je commençais à développer, donc j'ai sorti une V1, j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires avec du ads, avec des trucs. Donc bon, Comment tu faisais? quand je dis chiffre d'affaires, c'est rien. Tu mettais des bannières de pub dans les. Alors tu Ou avais plutôt c'était des annonces qui étaient boostées. les deux, les deux. Tu avais les bannières et Ok. tu avais les annonces qui sont boostées. Le, le premier client qui m'a donné 200 euros pour booster ça, je me dis, waouh, 200 euros. Bon, mon chiffre d'affaires, c'était rien, c'était peut-être 300, 400 euros de chiffre d'affaires. C'est même pas ce que j'ai mis sur le site. Mais en tout cas, ça commençait déjà à Ouais, être un peu. Mais je pense que le premier euro de chiffre d'affaires, ça fait quelque chose quand même. Ouais, C'est quelque absolument. chose qui fait pas de chiffre d'affaires, tu sais pas si tu peux gagner de l'argent, mais dès que tu commences un peu à gagner de Ouais. l'argent, tu te dis ok, Exactement. je peux faire x10 en fait. Exactement. Je peux faire x20. Et donc tu te dis. Que c'est Exactement. Non, c'était assez excitant. En fait, je regardais pas vraiment le chiffre d'affaires, mais je regardais le fait qu'un client a payé, un deuxième client a payé. Donc je me dis, waouh, ça marche. Tu vois, c'est comme quand je sais pas, tu montes un truc, tu vois que ça marche, c'est top. Donc, je devais commencer à faire grandir ce site-là, parce que les clients commençaient, surtout qui payaient, ils commençaient à avoir des remarques. J'aimerais bien que tu me fasses ça, que tu me fasses ça, etc. J'avais plus de budget. Et là, par hasard, sur Facebook, il y a suggestion d'amis. Est-ce que tu connais Yahya Zahraoui? Tu vois, le truc qu'ils recommandent sur Ouais. le. Tu vois, je connais. En fait, c'est un ami d'enfance avec qui j'ai étudié en primaire au Maroc. Je dis, ouais, je connais, donc je l'ajoute. Ça va, Yahya, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu deviens? Ouais, je suis à Toronto, je fais de l'informatique, ingénieur en informatique, etc. Ah, cool. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, j'ai plus de budget. J'ai plus de budget et je veux que tu m'aides à développer le projet. Tu vois, ok, pas de problème. Donc, je lui explique. Tu vois, mais il y a du boulot derrière ce truc-là, etc. Ah bon, c'est vrai, combien? Non, il y a beaucoup de boulot, machin. Bon, en gros, pour résumer, il me dit, bah, il y a au moins 2 3 semaines. Je dis, attends, 2 3 semaines, je me suis dit, ah, merde, il ne s'est pas développé. Pourquoi Je me suis dit, tu te dis que c'est beaucoup ou que c'est pas beaucoup? parce qu'en fait, tout le monde me disait 3 6 mois. Donc lui, Les agences. Voilà, exactement, Ok. 3 6 mois. Et donc du coup, lui, il me dit 2 3 semaines. Je dis, non, il ne s'est pas développé, peut-être qu'il C'est est pas juste assez. C'est pas assez, ouais. c'est pas logique. Je dis, mais de toute façon, je j'ai rien à perdre, je vais essayer. Donc, au bout de 2 semaines, il me livre, il me dit c'est bon, c'est réglé. Attends, comment t'as fait en 2 semaines alors que les gens me disent 3 6 mois? Donc je regarde, le truc fonctionne, machin. Ok, super. C'est là où je fais, je me souviens, je fais un document sur les Word open source. Je fais un document et je lui dis voilà, je te propose qu'on s'associe. Et toi, tu fais du développement informatique et moi, je ramène les clients, je gère la boîte, etc. Une sorte de pacte d'actionnaires, vraiment, j'aimerais Mais ouais, les grandes lignes. Donc, on a démarré. informel, ça, mais juste avec Voilà, les règles entre Voilà, nous. juste, je sais même pas pourquoi je l'ai écrit d'ailleurs, pourquoi je ne vais pas parler directement. Donc, j'ai écrit le document, je l'ai envoyé. Ok, go, on démarre. Donc, on était, première année, une web agency. Donc, on se dit, On fait des sites. site exactement. Donc, le projet Ça, que c'était quelle j'avais, année? ça, c'était 2011. Là, t'es étudiant. Voilà, exactement. Ok. On fait des sites. Comme on était jeunes, pas de budget machin, donc du coup, très difficile d'avoir des clients en France. Donc, on commençait à avoir des clients au Maroc. Des clients au Maroc, tu bosses 3 mois pour 7 000, 8 000 dirhams pour un site internet. Bref, en tout cas, c'est pas l'argent qui comptait, c'était surtout prendre l'expérience. Voilà, T'es étudiant en plus, donc c'est exactement. donc c'est ok. Exactement. Donc, on commence à développer. Après, je me suis dit, OK, avec chaque client, on démarre from scratch. Il t'explique son besoin, tu fais un devis, les allers-retours, tu valides. Une fois que tu valides, tu commences à développer. Il y a plein d'allers-retours. Je me suis dit, c'est pas un truc qui m'excite, c'est pas un truc que j'adore. J'aime pas commencer à zéro à chaque fois avec chaque nouveau client. Exactement. Donc, j'aime pas. Et je me suis dit, il faut qu'on lance, je dis à mon associé, je lui ai dit, il faut qu'on lance un truc, un SaaS. Un truc récurrent où on gagne très peu au début et on commence à monter. Donc un software as a service, donc Exactement. un logiciel par abonnement. Exactement. Exactement. Parce que là, tu as plus cette idée de faire du service pour quelqu'un. Tu Exactement. construis
entre guillemets, une fois le produit. Bon, après, il faut continuer à Exactement. l'améliorer, mais tu le construis Exact. et ensuite tu le vends par abonnement à plein de gens. Exactement, Ok. exactement. Donc au début, on a commencé très généraliste. On a lancé un truc qui s'appelait Sobrus Manager. Donc c'est C'était un truc, quoi? une sorte de CRM. Donc on avait en face Salesforce et on avait en face Zoho. Zoho, Zoho en Inde et Salesforce. Bon, on s'est dit bah, pourquoi pas. Donc on a commencé à développer, on a commencé à avoir des clients. Et on s'est dit ouais mais c'est trop large. On n'est pas expert de notre truc. On a un client dans la literie, on a un autre client qui est une agence de voyage, on a un autre client. C'est très éparpillé. On peut pas grandir d'une manière saine, en tout cas à l'époque, avec autant d'éparpillement, autant de manque d'expertise. Il faut qu'on choisisse un secteur d'activité. Et on se spécialise et on va en profondeur du truc. Donc on s'est dit, OK, on fait, à l'époque, je me souviens, il y avait 2-3 stagiaires avec nous de l'ENCG. J'ai dit, allez, tiens, on fait, il y a un logiciel qu'ils utilisent, Sphinx ou un truc de statistiques. Donc, ils disent, OK, on va faire une étude de marché. Donc ils commencent à poser des questions. Est-ce que c'est les avocats? Est-ce que c'est les architectes? Est-ce que c'est les pharmaciens? Tiens, la santé, c'est cool. Pourquoi on ne part pas dans la pharmacie, la santé? Et en plus, c'est un truc sur lequel tu peux vraiment grandir et tu as un écosystème Comment ça se passe? Tu choisis d'abord la santé ou là tu vois l'opportunité de les pharmacies et donc En fait, si santé? tu veux, au début, donc ils m'ont proposé un peu, tu vois, l'étude de marché, voilà, les architectes, à combien d'architectes au Maroc, combien d'avocats au Maroc, etc., etc. Et à combien de pharmacies au Maroc, à ce qu'ils ont. Donc en gros, un peu une mini-étude de marché. Et après, on se dit, ok, bah franchement, il y a la pharmacie qui nous donne envie. C'est de la santé, c'est important pour tout le monde. Tu peux grandir sur tout l'écosystème. Ok, allez, go, on fonce pour la pharmacie. On avait et le déclic, c'était un pharmacien qui était juste en bas de l'immeuble. On était en train d'installer notre plaque. Il me dit bonjour, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais là? Marhaba bikoum, machin, ok, merci beaucoup. Bah, on est dans l'informatique et tout. Ah super, là, on veut bosser avec les pharmaciens. Ah excellent. Il m'a pris par la main. Il a appelé son pote, un confrère pharmacien. Il dit ah, j'ai trouvé un jeune qui il est super sympa, ils ont un excellent logiciel. Alors qu'on n'avait encore rien lancé. J'ai dit ok, bon allez, c'est peut-être Donc le déclic qui a fait que, alors, tu as une opportunité, une envie de là, tu faire un t'étais pas truc. encore décidé Voilà, quand tu les exactement. rencontres. Ok. Exactement. Du coup, quand tu commences à penser aux pharmacies, c'est quoi? Tu te dis, il y en a beaucoup. Il y a combien de pharmacies au Maroc? Pas de chiffre officiel, mais entre 12 000 et 14 000. C'est ça que tu regardes, tu te dis, il y en a beaucoup, ils ont besoin d'un logiciel, donc le marché est assez profond. Ah, j'avais pas cette maturité-là. Là, je me repose la question aujourd'hui, je vais réfléchir comme ça. Mais à l'époque, j'avais 22 ans. Et pas d'expérience. Donc, je me dis non, c'est une opportunité. Donc, dans la santé, un. Deux, c'est l'un des secteurs les plus intéressants parmi tous les secteurs qu'on a Pourquoi? vus. Bah, en termes de. En fait, si tu veux, si tu travailles avec les architectes, tu t'arrêtes à l'architecture. Tu vas pas aller. Ah, donc tu veux dire, Tu vas pas faire de croissance horizontale, on le va dire. pharmacien, il est lié à d'autres acteurs. Exactement, C'est qui les exactement. autres acteurs? C'est les grossistes, c'est Grossistes de les médicaments? grossistes de médicaments, grossistes de para, c'est les laboratoires Para, c'est pharmaceutiques. parapharmacie. Exactement, grossistes para. Donc tu as grossiste pharmacie, grossiste parapharmacie. En gros, si tu veux la chaîne, c'est quoi? C'est tu as le médecin, tu as le patient, la pharmacie, les grossistes répartiteurs qui sont Médecin, pharmacie. médecin patient, médecin qui donne l'ordonnance au patient, qui va chez la pharmacie, Ok. qui achète ses médicaments et ses produits de santé, donc para, etc., de chez les grossistes. Pardon. Donc grossistes. Avec plusieurs types. Voilà, donc grossistes médicaments, grossistes dispositifs médicaux et grossistes parapharmacie, qui eux achètent en grande quantité chez les laboratoires, qui soit fabriquent, soit importent. En gros, c'est ça un peu la chaîne. Donc marché intéressant parce que tu peux travailler avec les pharmacies et ensuite bouger dans la chaîne de valeur. Vu qu'ils sont connectés, ils achètent, enfin, ils ont un lien avec les médecins, donc tu peux aller vers les médecins. Ils achètent de chez les grossistes, tu peux aller chez les grossistes. Exactement. Ok. Et en plus, c'est de la santé. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu te dis, j'ai fait quelque chose dans la santé. Donc, et tout le monde a besoin de santé. Tout le monde a comme priorité dans sa Et vie c'est la un santé. des gros marchés au Maroc, Ouais. avec l'immobilier, l'éducation. C'est des marchés dans lesquels il y a des grosses boîtes marocaines. C'est ça, c'est ça. Après, bon, moi, je te dis, hein, quand on a démarré, j'avais pas cette maturité de commencer à regarder à la profondeur du marché, etc. C'est vraiment très rapide. Et en plus, avec le déclic, T'hésitais avec quoi d'autre? les experts comptables. Un logiciel pour experts comptables. Parce que mon père, à l'époque, il me disait, je vais investir dans un logiciel, 50 000 dirhams, etc. Je lui dis, attends, pourquoi tu veux investir? Moi, je vais te développer ton logiciel. Donc, je l'ai développé. Il me dit, tu sais quoi, mon fils, c'est la période fiscale. C'était vers décembre, janvier. On se revoit en avril. Donc
3 mois. Je me suis dit, attends, 3 mois, je vais pas rester les bras croisés. Ouais. Je vais lancer un autre truc. Et jusque-là, le pauvre, il me dit, reparti depuis. Et quelqu'un a attaqué ce marché-là Ouais, je depuis? pense qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui lancent des choses pour les experts comptables. Mais après, c'est pas pour l'expert comptable tout seul. C'est pour l'expert comptable et les clients de Et l'expert ces comptable. entreprises. Tu vois, donc, Ouais, ok. Donc, tu décides de bosser avec les pharmacies. Comment ça se passe? Comment tu montes le produit? je me suis posé dans le café à côté avec le pharmacien d'à côté. Mhm. Warqa Et avec Silo. ton associé? Non, non. Lui, il était encore à Toronto. D'accord. Qui... Toi, Ouais. t'es rentré avant. Je suis rentré au Maroc. Je faisais les allers-retours, mais après, je pense 2013, je suis rentré définitivement. Directement après tes études. Ouais. Et donc, du coup, je me suis posé avec ce pharmacien dans le café. Il commence à me dire, alors, voici une fiche de produit, voilà comment ça marche. Il a dit, très high level, vraiment. Zama, c'est même pas un cahier des charges, c'est 2 feuilles A4. Ok, très clair, on va démarrer, on a commencé le développement, etc. Après, on a démarré, on s'est dit, on va faire l'annonce, on va faire une belle annonce. On va prendre un hôtel sympa, on va inviter tout le monde. Des Toutes les pharmaciens. pharmacies, voilà, Ok. pour essayer d'avoir une salle bondée, etc. Donc on a imprimé, je me souviens, plein de bons de commande, tu vois, parce qu'on s'est dit, notre produit, notre Tout le produit, monde va acheter. ouais, notre produit est génial. Ça, c'est très courant. Quand tu lances un truc, tu as l'impression que les gens ils t'attendent. Tu as l'impression, hey, là, tu vas lancer, les gens ils attendaient et ils vont directement commencer à signer. Et ça le Ouais. fait à tout le monde, c'est ultra naturel. Ouais. Et c'est la naïveté de l'entrepreneur. Ouais. Donc, heureusement qu'on est naïf parce que sinon, si on fait beaucoup d'Excel, ça passe pas. Et donc, du coup, vraiment, on imprime plein de monde quand on s'est dit au pire, on va prendre une imprimante au cas où ça. C'est pas S'il y a assez. trop de bons de commande signés. Exactement. Donc, je me souviens, on fait la présentation. La salle était effectivement bondée. Au moins, ça, Combien t'avais de personnes? on avait 60-70 personnes. Ok. Donc, il y avait vers la fin des personnes qui étaient vraiment debout, etc. Ils se disent, c'est quoi ce logiciel qui démarre hein. Donc vraiment, donc ça, au moins, on avait beaucoup de monde. J'annonce le prix. Et là, tu as boum, la salle qui dit, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'on va payer toute notre vie à un logiciel? Attends, mais c'est un truc, mais moi, j'ai un salaire avec ce prix-là, C'est-à-dire etc. Ils réagissent à l'annonce en de live. prix. Voilà, exactement. Et tout le monde est d'accord. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde. Mais c'est quoi le prix? J'ai dit à l'époque, j'ai dû dire peut-être 150 dirhams par utilisateur par mois. Quand Déjà, tu dis par utilisateur, c'est par pharmacie ou Non, par personne dans la pharmacie? par personne dans la pharmacie. Ils sont combien en général? En général, 3-4 personnes. Donc tu leur dis ça va coûter entre 450 et 600 dirhams par mois. Exactement. Ok. Et ils disent Ce qui ne semble pas être énorme. Exactement. Donc, Si tu compares à je sais pas, un chiffre d'affaires d'une pharmacie ou à combien coûte. Après, ça dépend. On va comparer avec d'autres secteurs d'activité. Mais avec la pharmacie, tu as des pharmacies qui ont beaucoup d'argent et tu as des pharmacies qui ont très peu d'argent. Donc, c'est très hard. Mais en tout cas, je me souviens très bien, c'était tout le monde commençait à rire. Non, c'est quoi? Mais c'est un Impossible. salaire, ça, c'est quoi ce truc? Mais il y a etc. deux trucs en fait. Il y a le montant qui semble trop élevé, et aussi le fait de payer pour toujours. Exactement. Quel est le point? Exactement. Parce que moi, ils avaient l'habitude d'acheter des trucs en local, installés donc, sur un CD, donc installés sur leur ordinateur. Et ils ont la faculté Donc je de pars, renouveler. j'achète un logiciel, Exactement. je l'installe sur mon ordinateur et il a à moi. Je vais pas Exactement. repayer. Sauf Exactement. s'il y a une mise à jour, je dois racheter le nouveau. Exactement, sauf si je veux la maintenance, etc. Donc c'est facultatif. Donc, moi, je viens, je leur dis, d'ailleurs, parmi les premiers arguments qu'on avait, c'est on Il paye ça, mais évolue. combien de temps? Non, quand les gens nous disaient, quand on annonçait le prix, ils disaient oui, mais pendant combien de temps? Je C'est disais, même pas quelque chose à laquelle tu as pensé, je pense. Ouais, non, absolument pas. Bah toujours. Bah, parce pour que je me toujours. comparais avec du Zoho, Qu'est-ce du que tu fais, Salesforce, là etc. Je me dis, attends, mais pourquoi il me pose la question? Tout le monde fait le. Et donc, non, donc on s'est jamais posé la question. Et donc, du coup, tout le monde nous disait, attends, mais c'est un salaire ce truc, etc. Moi, non, c'est hyper cher. Switcher rapidement le business model en pleine conférence. J'ai dit, non, vous m'avez mal compris. C'est limité à 2 utilisateurs. Donc, du coup, j'ai commencé Ok. à switcher en plein de trucs juste pour Tu essayer as de dit quoi? trucs. C'est maximum 300 dirhams. Voilà, C'est un ça? truc comme ça. Je me Voire souviens. même si vous êtes plus. Voilà, mais c'est un truc qui était genre en mode hyper Ouais, en spontané. live. Ouais. Parce que je me suis dit, ça va jamais marcher ce truc-là. Il faut pas que je perde 60 personnes qui commencent. Donc je change le truc. Surtout et- qu'au début, tu veux des premiers clients pour tester et commencer à produire. Ok. Absolument. Hein? Du coup, on part sur ça. Ouais, mais ça reste quand même cher, etc. Bon, ok, bon courage.
Petite anecdote, je partageais mon écran et j'avais, tu vois, le truc WhatsApp qui sortait sur, sur, le, sur le côté. Il y avait mon associé qui me disait alors, qui does Dakshi. Donc, t'as tout le monde à Hachenit. Ça a détendu l'atmosphère, tout le monde qui a commencé à rigoler, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, donc ça fait. Donc, la conférence s'est terminée, pause café. J'ai dit, ouais, personne ne va signer. En fait, tu avais la tante de mon associé qui était aussi pharmacien qui était là. C'était la seule qui a rempli le bon de commande qu'on a ramené. Elle l'a ramené, elle a signé le bon de commande juste parce que c'est son neveu. Donc, du coup, elle nous donne un chèque, on était tout contents. Bon, c'était à l'époque, elle a payé une moitié d'année, 6 mois. Euh, Personne ne signait, tout le monde allait vers la pause café, personne n'allait voir le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas grave. Donc, on s'est relevé, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille. Donc là, tu as une seule personne qui signe. Qui signe, qui n'utilise pas encore. Sur 70. Exactement. Ouais, c'est dur. Ouais. Là, tu te rends compte que c'est pas évident de vendre, quoi. Absolument, absolument. Donc du coup, on est parti sur. Ça fait, on s'est dit bon, heureusement, on n'a pas abandonné. C'est pas des trucs qu'on a dans nos ADN, dans notre ADN. Et donc du coup, on s'est dit ok, c'est pas grave. On va aller revoir ces personnes-là. Donc on a pris la liste des gens qu'on a parti un par un, prendre un rendez-vous Pour comprendre pourquoi ils ont pas signé. pour comprendre, pour essayer de vendre. On s'est dit peut-être qu'ils vont pas prendre la décision sur place, etc. Ça fait donc on a commencé à faire les rendez-vous. Ouais, mais le cloud. Les données, et si demain vous fermez, qu'est-ce qui se passe avec mes données, etc. Mes données vont être accessibles à tout le monde, machin. Ouais, Personne. après, il y a plein de questions qui se posent. Tu vois. Ouais, personne n'a voulu prendre. Il y a cette peur que la donnée soit vraiment confidentielle, parce Ouais. que tout de suite, tu sais, tu expliqueras après le produit, mais tu Mm. sais quel est le stock, qu'est-ce qui est Mm. vendu, etc. Donc il y a un sujet de données. Ouais. Bah, tu sais, une façon de parler, parce que les données sont cryptées, anonymisées, mais ouais, ils se disent, mes données sont chez toi. Moi, j'avais l'habitude de l'avoir chez moi, mais maintenant, elles sont chez toi. Je fais comment avec ça? Donc, du coup, très compliqué de vendre. On clôture quand même l'année, même sans compter la pharmacie de la tante de mon associé, parce qu'elle, elle a payé juste pour nous encourager, elle n'a pas utilisé. Elle a utilisé quelques années après, elle n'a même pas utilisé tout de suite. Et premier vrai client, c'est une cliente qui est à Rabat. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Et du coup, elle me dit, OK, bon, Marc, je rachète une pharmacie, j'ai vu que tu avais un logiciel. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Donc, en même temps, je rachète la pharmacie, en même temps, on installe ton logiciel, etc. Ouais, super. Vers la fin de l'année. Un client sur 2013. Donc là, c'était la première année de lancement de la boîte. Exact. Donc après une année complète. Ok. Voilà, c'est Ok. ça. Donc, un client, chiffre d'affaires 2000 dirhams, hors taxe. Première année sur ce business-là. On faisait encore les sites pour payer le loyer, etc. Mais tu vois, c'était juste pour vraiment payer nos charges. Mais Et tu arrivais à être quand même plus sur Sobrus, sur le produit santé. ouais, c'était surtout ça. Ok. Et donc, du coup, première cliente, j'utilise la plateforme avec elle, je fais l'inventaire avec elle, je commence à saisir les bons de livraison avec elle, etc. Et je me rends compte que c'est un produit qui marche pas, mais alors pas du tout. Très compliqué, ça me prenait même à moi, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout du truc. Parce qu'en fait, Parce que vous aviez déjà développé un produit de votre côté sur la base des premières discussions que vous aviez eues. quand on est dans le Notamment café avec le premier pharmacien. Exactement. Monsieur Tiour, tu as la votre produit. Exactement. Et Là, c'est la première fois que tu essayes de le mettre en Exactement. production. En Et fait, tu es physiquement dans la pharmacie avec elle. Exactement. Donc on testait, mais quand on teste avant d'aller sur le terrain, on teste, mais avec des tests, est-ce que ça crée une vente? Est-ce que ça enregistre un bon de livraison, etc. Enfin, tu n'es pas confronté à de la vraie utilisation terrain. Donc là, je fais l'inventaire catastrophique. Attends, parenthèse, Ouais. justement, être le premier, c'est hyper intéressant, tu vois, justement, que ça fonctionne pas au début, comment vous Ouais. l'avez amélioré et tout. Mais قبل ما نوصلوا لهذا le truc, c'est-à-dire que le premier produit, شنو كان كيدير؟ La solution? La solution, elle est كنتي ودرتيو de votre côté. Pas ce que ça fait aujourd'hui, juste à Ouais. l'époque. Ah bah, à l'époque, c'était achat, vente, stock. Quelques rapports. Achat, donc ça veut dire, je peux produire des bons de commande que je vais donner Exactement. à mes, justement aux grossistes. Exact, il n'y avait même pas de bon de commande, il y avait juste le bon de livraison. Bon de livraison. Donc quand tu reçois une commande, Quand tu reçois, tu rentres sur ta plateforme ce que tu as Exactement. reçu. Exactement. Tu Avec bien sûr, tu rattaches à ton fournisseur pour voir de chez qui tu as acheté. as une partie stock. Exactement, tu as ton stock et tu as tes ventes, donc avec les clients patients. Donc tes ventes, ta facture de vente et D'accord. ton BL.
D'accord, ok. le stock et les inventaires. Ok, donc tu arrives avec elle. Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est hyper lent, c'est-à-dire j'ai un bon de livraison que je dois saisir, je trouve pas le produit, il faut sortir de la fenêtre, il faut aller le créer, il faut revenir, il faut... Catastrophique, catastrophique, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Je me suis dit, oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Elle doit démarrer l'activité, etc. Ouais. Bien sûr, on a commencé à améliorer dans la douleur, on améliore, jusqu'à ce que ça devienne quand même potentiellement acceptable de l'utiliser, très lent mais acceptable. Je me dis, quand j'y pense, je me dis comment les clients ont réussi à prendre ce logiciel-là à l'époque. C'est impossible avec l'expertise qu'on a aujourd'hui, etc. et ce qu'on a développé aujourd'hui. Je me dis comment ils ont réussi à prendre ce logiciel-là. C'est bizarre. Bref, ça s'améliore avec le temps. Donc, on a intégré les fonctionnalités de base, etc. On a commencé à faire grandir la solution. En parallèle, on continue de prospecter. On va voir les pharmacies. Ouais, on a Et à déjà... l'époque, Hmm. ils avaient des logiciels ou là, ils faisaient ça au stylo ou là, il y avait d'autres logiciels, comme tu disais, on-premise, c'est-à-dire à acheter et à installer. Comment ils bossaient? En fait, tu avais de 60-70% des pharmacies qui étaient déjà équipées avec des logiciels installés en prémisse. Donc, installés en local, qu'ils achètent une fois et ils payent la maintenance s'ils veulent, etc. Donc, ça, c'était on va dire, 2 tiers du marché. Le reste, c'est sur papier. Donc, D'accord. carnet, Toi, tu machin. ciblais la partie au stylo ou là, les deux? Ah, les deux. Ok. Les deux. Encore une fois, naïf. Donc, du coup, je fais les deux. Voilà, donc première année, cette cliente donc, avec qui on a commencé à faire tourner. 2014, Ça, c'est 2013. 2013. 2014, on commence un peu à essayer de vendre à d'autres. En ayant un argument, on a déjà notre première cliente. D'accord. On a une pharmacie Ah, qui ok. tourne. Ok. Alors qu'avant, ils disaient, tu bosses avec qui? Personne. Ouais, mais ok, non mais attends, votre truc, si demain vous fermez, où est-ce que partent mes données, etc. Donc, 2013, une cliente. 2014, on a eu 10 clients sur 2014, donc chiffre d'affaires 20 millions. Vraiment très dur. C'est difficile de craquer le truc. Pas du tout, mais pas du tout évident. 200 dirhams par mois à peu près C'est par ça. client, 2000 dirhams par an à peu près, 20 000 C'est ça. dirhams, 10 clients. Exactement. C'est ça pour faire le Ok. exactement. Voilà, donc on continue. En fait, c'est comme dès que le truc dit nous, Ouais. on se disait il n'y avait pas d'autres options. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand tu vois que ça décolle pas, 20 milliards de chiffre d'affaires, ça te paye rien. Donc c'est-à-dire que tu te dis, ouais, mais pourquoi, pourquoi tu continues? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à c'est parce continuer? que je vois pas d'autres options. Déjà, de un, j'ai pas l'ADN d'abandonner. J'ai pas l'habitude d'abandonner. Enfin, j'abandonne pas. Et de deux, je me dis, ok, mais pour faire quoi? Pour rester à la maison, les bras croisés et pour réfléchir à ce que je vais faire? Bah, ok, je continue. Tu vois, donc pas abandonner et continuer parce que j'ai pas d'autres C'est options. vrai que si tu n'as pas d'autres options. Souvent, ce qui fait abandonner, c'est de se dire est-ce que je fais tel truc ou tel autre Voilà. truc avec? Alors, pas d'option, quand je dis pas d'option, c'est ça. Et pas d'option, c'est pas dès que pas d'option parce que j'avais toujours l'option d'y aller le cabinet de mon père qui voulait partir à la retraite. Parce que toi aussi, tu as étudié l'expertise comptable. Exactement. Et donc, je me dis, ah, alors, est-ce que tu viens? Mais ça n'arrive pas du tout dans ta tête. C'est pas, ça m'excite pas. Ça m'excite pas. Donc, limite, je l'écartais des options. Mais je ne me voyais pas le faire. Donc, pas d'option. J'abandonne pas. Je continue. Donc, je continue. Donc, on a mis 7 ans pour devenir rentable. 7 ans pour devenir Ouais, rentable. 2019. Premier salaire, janvier 2019. Premier salaire que vous versez Ouais, de la boîte? de mon associé et moi. Premier salaire, janvier 2019. 7 ans. 5 000 dirhams de salaire par mois. après 7 ans Ouais, d'entrepreneuriat. ça c'est ne pas abandonner. Ça, là. Et donc, du coup, voilà, donc on fait le truc jusqu'au bout. Chaque année, un peu plus de clients. On améliore la solution, on continue. Voilà, jusqu'à 2019. C'est quoi les moments les plus durs entre 2012 et 2019? Les plus durs, c'était de devoir tout gérer tout seul. Vous étiez que deux. Ouais, deux, après une personne qui nous a rejoint, mais devoir gérer tout seul, c'est-à-dire que tu dois gérer le service client. Et moi, je suis quelqu'un, d'ailleurs, ça m'aide beaucoup dans le développement des solutions, je suis quelqu'un de très empathique. Donc, quand un client est bloqué, je me sens bloqué. Tu vois, je me mets à la place du client, je me dis, bah, attends, il me paye 200 dirhams, il ne va pas me prendre la tête. Non, je me dis, il est bloqué, si j'étais à sa place, je ne serais pas à l'aise, etc. Donc, du coup, je suis arrivé à un stade où dès que mon téléphone sonnait, je commençais à être électrocuté de mon doigt là jusqu'à l'épaule. C'est-à-dire, C'est-à-dire avec le stress. tu avais un coup de stress quand le Un coup de téléphone stress, sonnait. dès que le téléphone sonnait. Parce que je savais que c'était pour me donner une réclamation. C'était pas juste pour me dire ah bravo Elek, c'est cool Ouais. ce que tu as fait, etc.
Donc, il m'appelle, il est bloqué. Mais quand tu gères tout, donc tu gères à la fois le service client et tes autres activités, ça fait que tu dois tout le temps être disponible. Exactement. Donc Exactement. ça te donne un niveau de stress quand même élevé. Et surtout que tu n'as pas de solution. Parce que quand tu me dis, j'ai ce problème-là et je peux t'aider à le régler tout de suite, Ouais. tu ne stresses pas. Tu me dis, ce Là, tu n'as pas truc-là. de solution parce que chaque chose demande du développement, Voilà, etc. Et tu exactement. n'as pas une grosse équipe pour gérer toutes les demandes. Exactement, exactement. Et tu n'as pas l'expertise pour vraiment choisir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, etc. Donc, tu as des demandes qui te disent blanc le matin, d'autres demandes qui te disent noir l'après-midi. OK, je fais quoi? Je choisis celui-là ou celui-là, etc. Très compliqué. Et donc, du coup, tu n'as pas l'option tout de suite. Tu te dis, ouais, je suis bloqué. J'ai un client qui veut une facture. Je fais comment là? Je suis bloqué. Ta solution, elle ne me permet pas de faire telle option. Ouais, je comprends votre frustration, machin, mais je peux. Vraiment, on va le faire. Ouais, mais moi, je dois la faire avant 18h. Ouais, c'est hyper stressant, t'as pas d'option. Très stressant. Après, j'ai commencé depuis, je pense, peut-être 2014. 2014, mon téléphone est silencieux. Depuis mon téléphone 4. Parce que la sonnerie, elle me stressait. Donc, du coup, voilà, donc, on avance, on améliore la solution. Et voilà, donc on fait grossir le truc jusqu'à 2019. Au moins, on peut respirer. 2019, vous avez combien de clients? 2019, aucune idée, la vérité. J'ai pas les chiffres en tête. Mais peut-être 600 clients. Donc, vous commencez un client en première année, 7 ans après, 600 clients, et aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, on a 7000 clients. Aujourd'hui, Ok. on a 7000 clients. Ça, c'est intéressant parce que c'est le modèle SaaS aussi. C'est-à-dire que tu as énormément de travail au début. Parce que toi, tu t'es lancé en disant le service, c'est compliqué parce que je recommence de zéro. Ouais, mais dans le SaaS, tu as un autre problème. C'est que chaque client, il t'apporte que finalement 200 dirhams, 300 dirhams, 400 dirhams, mais ça reste pas énorme. Donc, il faut avoir de la masse critique qui peut prendre des années. Donc, c'est une autre difficulté. Exactement. Et l'autre difficulté aussi, c'est que tu as une responsabilité. Parce que quand nous aujourd'hui, 7000 clients, c'est à peu près 60% du marché marocain, pour avoir une idée. 60% de part de marché au Maroc. Parmi les pharmacies. Exactement. Donc, quand tu te dis que 60% des pharmacies au Maroc sont hébergées chez toi, dépendent de toi, c'est une grosse responsabilité. Nous, quand on a un problème, entre guillemets, au niveau du serveur, ça nous arrive hyper rarement, alhamdoulilah. 15 minutes cumulées, par exemple sur l'année dernière, on n'a même pas eu 10 minutes d'interruption sur toute l'année, cumulées. Mais c'est des minutes hyper longues. 60% des pharmacies du Maroc s'arrêtent. Elles ne peuvent pas ni acheter, ni vendre, ni rien du tout. Le téléphone chauffe, tous les téléphones chauffent, tout seul. C'est hyper stressant. Donc, c'est une grosse responsabilité. Alors que quand tu as un client à qui tu installes le logiciel en local et que tu l'oublies, entre guillemets, quand il t'appelle, c'est un problème isolé chez un client. Nous, aujourd'hui, on a la responsabilité d'avoir 7000 pharmacies à faire tourner. Et donc, il faut que ça fonctionne tout le temps. Il faut que ça fonctionne tout le temps, sans arrêt, etc. Donc, sur la partie, tu vois, sur le marché que tu cibles, donc tu bosses avec des pharmacies, tu bosses dans la santé, mais d'un autre côté, en fait, la difficulté que je vois, c'est la réglementation. Tu vois, en fait, tu as des médicaments, tu as des patients, c'est ultra réglementé. Comment tu gères le sujet dès le début alors que vous êtes que deux et que c'est un sujet qui est compliqué? Là, aujourd'hui, on a la chance quand même d'être un peu plus nombreux. On est à peu près 80 personnes. Donc, chacun a sa spécialité. Mais c'est vrai que la réglementation est elle ralentit un peu le développement parce qu'à chaque fois que tu veux mettre en place quelque chose, il faut que tu vois si la réglementation le permet ou pas. Tu as envie de promouvoir un produit, il faut que tu vois si la réglementation le permet ou pas. Tu as envie d'ouvrir quelque chose, une fonctionnalité. En fait, tu n'es pas dans une créativité feuille blanche où tu t'éclates. Chaque idée, il faut vérifier. Tu dis, il y a un problème, donc je vais apporter une solution, donc voilà comment je vais la lancer, etc. Non, c'est dès que tu vois un problème, avant de réfléchir solution, tu te dis, est-ce que je peux le faire ou pas? Donc la réglementation hyper contraignante, j'ai envie de dire. Mais c'est normal, on parle de santé, on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Et c'est aussi un avantage en fait quand c'est réglementé et que tu arrives à passer cette barrière de réglementation, c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Parce que tout le monde parle le même langage. Quand tu as des business qui sont différents, chacun fait à sa manière. L'avantage qu'on a, c'est que nos clients font quasiment tous exactement de la même manière. Après, tu as des petites spécificités en fonction de la taille de la pharmacie. Tu as des petites spécificités en fonction de la localisation géographique, etc. Mais 80 à 90% du fonctionnement de la pharmacie est exactement le même.
Et aussi, même d'un point de vue marché, c'est une barrière à l'entrée, justement, pour rentrer dans le marché. Mais une fois que tu as comply, que tu es OK, tu respectes la réglementation, c'est une barrière à l'entrée aussi pour les autres. Donc, tu réussis à avoir une position qui est intéressante pour toi aussi. Si quelqu'un demain voulait se lancer, il doit aussi respecter la réglementation. Donc, c'est compliqué. Alors au Maroc, c'est pas encore si compliqué que ça parce que déjà de un, à partir du moment où tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, quand tu as un Sobrus par exemple qui a qui a fait sa solution, qui a cadré un peu le besoin, tu as juste entre guillemets à copier Sobrus. Il n'y a pas de certification, tu ne dois pas être forcément homologué pour lancer une solution, quoi que ce soit. Donc vraiment, on est sur un truc, les compétiteurs ou les personnes qui veulent se lancer se disent, tiens, je vais faire comme Sobrus. Ils ne vont pas réinventer la roue. Contrairement à d'autres pays, comme en France par exemple, où c'est tout un parcours de certification, tu as le Pour le Ségur. logiciel. Pour le logiciel, ouais, exactement. D'accord. Donc c'est très compliqué en France parce que tu as une Et certification. l'autre avantage que je vois aussi, c'est que une fois que tu bosses avec une pharmacie, bah, finalement, c'est un client qui va rester parce que c'est dur de changer de solution. Ce qui est une difficulté au début, mais qui ensuite est un avantage. Absolument, absolument. Donc c'est très difficile de faire grandir un peu le nombre de clients. J'imagine que vous avez un churn assez bas, des gens qui partent. Dieu merci, on est sur moins de 1%. Moins de 1% de clients qui partent par Ouais, an. exact. Ce qui est très peu, parce que un des gros problèmes des SaaS, c'est le churn. Ouais. C'est que tous les ans, ils peuvent avoir 20, 30, 40% des clients qui partent. Et Parfois plus. 70% de notre 1%, Ouais. c'est parce que c'est des pharmacies qui ferment, Ah ouais. Donc vous avez quasiment pas de churn. quasiment. Donc Et vraiment, donc par ça te exemple, montre sur... ce modèle SaaS où c'est très, très dur au début. Chaque client, il faut aller le chercher. ouais. Ensuite, c'est de plus en plus facile, entre guillemets, parce que ton produit, il est bon. Et après, une fois que tu acquiers des clients, tu les gardes. Ça aussi, la beauté du modèle. Pas forcément. Ouais, non, je vois pas les choses comme ça parce qu'en Un fait, lèche. si tu veux, tu as un autre type de difficulté. Ok. C'est-à-dire que, comme je te disais au début, ton premier problème, c'est d'avoir des clients pour faire tourner la solution, pour payer tes factures, etc. Mais dès que tu as tes clients, tu te dis pas ça fait, je vais aller faire le tour du monde. Tu te dis maintenant, j'ai la responsabilité de faire évoluer. Comment je peux prioriser les évolutions? Parce que tu as 7000 personnes qui te donnent, s'ils te donnent juste une idée par an, c'est 7000 idées à moi gérer. Donc, c'est comment prioriser les choses, comment mettre en place des choses qui ne vont pas impacter d'autres clients qui ont une façon légèrement différente de faire. Donc, il faut faire évoluer la solution. La réglementation, donc tu as la CNSS, pas la réglementation, je veux dire, mais tout ce qui est évolution du marché. Donc, tu as la CNSS qui met en place un système, il faut que tu te connectes. Tu Oui, as, quand tu représentes ta 60% du marché, chaque modification dans le marché, il faut tu es obligé de le intégrer des faire, produits. absolument. C'est quoi les grandes évolutions de produits que vous avez eues depuis? Si on reste sur la pharmacie, parce que je Ouais. sais que vous faites d'autres choses, mais sur la partie pharmacie, le wholesale d'abord, c'est quoi les évolutions? Alors, si tu veux, on a, au-delà des fonctionnalités qui simplifient le quotidien day-to-day, on a mis en place la première plateforme qui permet de simplifier la commande entre la pharmacie et ses fournisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il prenait le téléphone, il commençait à dire «Attends, afek hada, had toi, had toi, had toi, had toi, had toi.» Donc, c'est-à-dire qu'il lisait un peu ce qu'il devait commander par téléphone. Donc, on a mis en place un module qui permet de se connecter avec la majorité des fournisseurs sur le marché. En un seul clic, il envoie sa commande chez ses fournisseurs. Il reçoit une réponse quasi instantanée qui arrive sur son logiciel sur ce qui est dispo, pas dispo, etc. C'est du fournisseur aussi, le logiciel. Soit logiciel, soit il est connecté avec nos API. D'accord. Donc ça, c'est un truc qui est quand même très intéressant. API, donc avec la connexion entre ton logiciel et ce qu'il utilise lui. Exactement. Donc ça veut dire vraiment quelque chose qui simplifie le quotidien et ça prend super bien. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est la vague, on va dire, d'intelligence artificielle. On a intégré des modules en IA pour tout ce qui est simplification de la saisie des bons de livraison. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de saisir les bons de livraison chez nous, manuellement. Tu as juste à le scanner. C'est reconnu. L'OCR avec l'IA, il est beaucoup plus puissant que l'OCR classique. Donc, quand le fournisseur il dépose les produits, les médicaments, il y a un bout de livraison papier, tu le prends en photo et dans ton stock directement. Exactement, il est intégré. Les médicaments que tu as reçus, qui est le Exactement, stock. sans avoir besoin de saisir manuellement, etc. D'accord. Donc tu gagnes beaucoup de temps, donc tu gagnes une heure par jour. Et donc ça, c'est le niveau 1 d'IA. Après, on a mis en place de l'IA, on va dire, sur la partie support et la partie analyse du logiciel. C'est-à-dire que le client, il peut parler à un agent
soit pour lui répondre à des questions sur comment fonctionne le logiciel, soit carrément pour puiser dans ses données à lui et pour lui dire combien j'ai fait de ventes hier. Est-ce que mon client X a payé son crédit ou pas? Donc j'interroge un agent IA qui va aller voir directement avec mes propres données, Dans ma donnée. dans ma donnée, qui va aller piocher et voir ces informations et me répondre. Donc je peux être au volant, je parle en Derija, en français, etc. Je parle en audio et je pose la question à mon agent, il me répond. Alors sur ce que tu disais, ce qui est intéressant dans ce marché-là, c'est que tu as les pharmacies, mais elles sont reliées aux fournisseurs, sont reliées aux médecins, etc. Euh, Vous avez commencé à créer des produits aussi pour ces autres acteurs? Absolument. Donc, il y a le lien avec les fournisseurs, mais est-ce que vous êtes allé, Mathieu, créer le même produit, mais pour gérer Les cabinets, par exemple. soit les cabinets des médecins, soit les fournisseurs, etc. Absolument. En fait, si tu veux, aujourd'hui, on est vraiment présent sur toute la chaîne. Donc, on travaille avec les médecins. Donc, on a la solution qui s'appelle Sobrus Med pour les médecins, et donc qui permet la gestion complète du cabinet avec les rendez-vous, les ordonnances, tout type d'ordonnances, les honoraires, etc., etc. On a la partie patient. Donc, on a une application qui s'appelle MySobrus qu'on vient de lancer qui permet d'avoir En fait, c'est un peu ton carnet de santé, si tu veux, directement sur ton app mobile. Donc, tu peux voir tout ce que tu as acheté de la pharmacie, etc., directement sur ton app mobile. On a le logiciel pour les pharmacies, Sobrus Pharma, et on a un logiciel pour les fournisseurs de pharmacies. Donc, on est vraiment présent sur toute la chaîne. Donc, médecins, patients, pharmacie et fournisseurs. Et quand je dis fournisseurs, je mets dedans les grossistes répartiteurs et les laboratoires pharmaceutiques. Il y a ça, donc les médecins, bien sûr, il y en a des dizaines de milliers. Les fournisseurs, c'est pas quelques gros, il y en a beaucoup. C'est Alors, il y a fragmenté. une soixantaine de grossistes répartiteurs en médicaments, une soixantaine ou là, une centaine de laboratoires. Et donc 150 après acteurs, et ils utilisaient quoi? Des ERP ou là des. Alors, ils utilisaient ou ils utilisent toujours des ERP. Il y en a qui ont switché chez nous, donc qui ont pris notre ERP, parce qu'on a un ERP, comme je disais, pour Pour les fournisseurs. voilà, les fournisseurs. Et soit ils gardent leur logiciel et on se connecte avec eux à travers, comme je disais tout à l'heure, les API Avec les API. pour pouvoir rejoindre, on va dire, la chaîne. Et aujourd'hui, les pharmacies, ça représente quel pourcentage de vos revenus? Ça reste majoritaire aujourd'hui? Aujourd'hui, ça reste majoritaire, mais enfin, la tendance est plus vers travailler avec d'autres acteurs qui s'intéressent à l'écosystème pharmaceutique. Ah, les acteurs justement qui sont reliés. Voilà, exactement. Et donc, du coup, qui s'intéressent à la pharmacie. Ouais. Donc là, votre focus en interne, c'est les autres acteurs. Voilà, exactement. C'est Vous avez une exactement. Alors, en majorité fait, si tu veux, du marché pharmacie. il y a le focus commercial, c'est les autres acteurs. Mais le focus Le produit. focus produit, c'est la pharmacie. Parce que la pharmacie, elle doit rester, doit être satisfaite, elle doit continuer d'utiliser. Parce que sinon, si tu perds tes pharmacies, ton produit C'est ne dur sert plus à rien. justement de faire plusieurs choses en même temps. Mais c'était une évolution qui était compliquée. C'est très dur, notamment pour les équipes, parce que ils ont l'impression que tu perds de focus. Ils te disent, ouais, mais est-ce qu'on fait sur ça ou ça ou ça ou ça? Je leur dis, ouais, j'aurais bien voulu être monoproduit, mono-truc, et on creuse et on est hyper focus, mais on peut pas. Nous, si aujourd'hui on n'a que la pharmacie, on ferme. Parce que tu peux pas avoir. Pourquoi tu fermerais si tu avais que la pharmacie? C'est pas Parce assez que, gros. parce que la pharmacie, ouais, c'est ça. Tu peux pas augmenter les prix. Nos prix n'ont pas augmenté Donc c'est depuis 200 dirhams 2012. par pharmacie. Exactement. Ils n'ont pas augmenté depuis, Ok. depuis On peut faire 2012. un petit calcul. Ça fait 1,4 million. D'euros, ouais, c'est ça. Non, par mois. Ah, 1,4 million de dirhams par mois. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais tu peux pas continuer à recruter à fond et faire grossir ton équipe si tu as que ça. Exactement, exactement. Mais tu vois, si tu avais 60% du marché des pharmacies, je sais pas, en France, aux États-Unis, Ah, ce sera une licorne. ouais, ta boîte, elle vaudrait Ouais, exactement. des milliards, je pense. Exactement, exactement. Et est-ce que tu aurais pu vendre plus cher? Largement. En fait, par exemple, en France, c'est 300-400 euros par mois. Et comment tu expliques que vous vendez que à 200 dirhams? Est-ce que le marché est différent? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'au début, vous avez mis ce prix-là et donc le fait de le changer, c'est très difficile? Comment tu. C'est la perception pour le client, c'est la perception sur le logiciel. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour lui, le logiciel il lui sert de gestion, on va dire, de base. Enfin, aujourd'hui. Le logiciel, sur les dernières années, il lui servait de faire des entrées-sorties et gestion de stock. Dans des pays comme par exemple en France, tu ne peux pas
Une pharmacie ne peut pas fonctionner sans logiciel parce qu'elle est connectée à la Sécu pour la sécurité sociale, l'équivalent de la CNSS au Maroc. Elle est connectée à ses fournisseurs. Il n'y a pas de commande par téléphone, donc elle est obligée de commander à travers le logiciel. Elle est connectée à son robot qui lui prépare la commande. Il est connecté au Le rayon. robot, c'est le truc qui. Voilà, exactement. Où tu tapes sur le logiciel ta commande et ça tombe dans un petit Il y a un automatique. robot dans le stock qui va chercher les bons médicaments et qui. C'est pas Exactement. des gens, c'est des robots qui font ça. Ou Ça des dépend mix. s'ils sont équipés. Ok. Ouais, c'est un mixte, mais les grosses pharmacies, elles fonctionnent par robot en Europe. Donc du coup, tu ne peux pas faire fonctionner une pharmacie si elle n'est pas équipée d'un logiciel. Donc ça, c'est impossible. Alors qu'au Maroc, tu peux avoir une situation dégradée, tu peux ne pas avoir de visibilité sur ton stock, tu peux utiliser... Mais là, il y a un lien avec la CNSS de plus en plus grand. Ouais. Est-ce qu'on va rentrer dans la situation Absolument. où il faudra forcément avoir des logiciels ou on n'y est pas encore? Non, non, on y va à vitesse grand V. Déjà par rapport à la commande, nous aujourd'hui, nos clients qui commandent en ligne, ils n'arrivent plus à reprendre le téléphone pour dire Allô, afak atayni, tlata diyal Tu hada. prends l'habitude, ouais. Ah, tu peux pas. Ça te prend 2 secondes à 3 heures du matin, tu as fini ta garde, tu lances ta commande. Alors que dans une situation classique, tu as ta commande, tu dis, tu mets un post-it à ton collaborateur, tu dis Afak sabah, la première Tu peux chose. avoir la commande habituelle que juste tu relances. J'imagine tu as les trucs Il y a enregistrés. il y a des fluctuations en fonction de ce qui est prescrit, en fonction de Ouais. la saisonnalité, etc. Mais ça te simplifie énormément la tâche. Et sur les autres, la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est le même type de business model? C'est aussi du SaaS? C'est pas du tout du SaaS, c'est du transactionnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire transaction, c'est-à-dire que nous, on gagne sur la transaction. Je te donne un exemple. Tu commandes, tu passes une commande à travers nous, on gagne sur la commande. Voilà, ok. Ce qui est intéressant, parce que tout de suite, en fait, il y a des flux entre les pharmaciens et les fournisseurs. Et donc, s'ils font une commande de 1 million de dirhams, tu vas dire 1%, c'est pour la solution. Par exemple, exactement. Et là, tu deviens plus une marketplace et un intermédiaire, entre guillemets, Exactement. entre les deux, et donc ton business model, il change. Exactement. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour toi. Absolument, absolument. Et tu compounds sur tout ce que tu as construit. C'est-à-dire que parce que demain, si je fais un abonnement, il peut être même en centaines de milliers de dirhams, ça sert à rien parce que tu vas aller faire client par client, la compagnie pour qu'il change de logiciel, c'est très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, on lui dit, tu changes pas de logiciel, on peut se connecter par API si tu veux, pas de problème. Ok. Et Tu n'as pas forcément envie, obligatoirement, d'être le logiciel des fournisseurs, Non, le non, logiciel du de tout. tous les médecins, etc. non, du tout, du tout. Ton but, c'est d'être le lien entre toi et les acteurs. Absolument, absolument. Sur la partie et le transactionnel, c'est hyper scalable. C'est hyper scalable parce que tu n'as pas de limite en nombre d'utilisateurs. C'est le marché qui détermine la taille du marché. C'est quoi qui la taille détermine- du marché Je sais pas, on prend la taille des marchés des médicaments. Ouais, alors on Voilà. est sur 14-15 milliards de dirhams Tout ce qui est vendu au Maroc. vendus au Maroc. 14, pas produit Non, pas par de des part, labos. Je parle juste vendu en général. Alors la taille du marché du médicament au Maroc, c'est entre 14 et 15 milliards de dirhams par an. Ok, ouais, tout de suite, c'est un marché qui est beaucoup Voilà. plus gros. Donc nous, on est sur du 7-8 milliards de dirhams. 14, transit. ouais, alors que si, on prend juste bêtement un petit calcul, mais si tu prenais 100%, si tu te disais je vais rester que sur la pharmacie, tu prends 100% du marché, tu es peut-être à 30 millions de dirhams avec Voilà. le marché Exact. actuel. Exact. Si tu te dis je vais même tripler le prix, tu vas arriver à 100 millions de dirhams. Et tu vas perdre une partie de... Là, on parle d'un marché qui est au moins 100 fois plus grand, Exactement. sur lequel éventuellement tu peux prendre une partie. Enfin, Exactement. Après, les Exactement. Avec calculs, là, les ils sont vraiment. Avec les complexités qu'il y a, etc. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Sur les 7 ans où tu développes la boîte, tu t'améliores le produit, etc., là, tu es focus, j'imagine, que sur les pharmacies à ce moment-là. Ça montre aussi qu'il faut rester focus longtemps sur un truc. Et là, tu fais plusieurs choses, mais c'est pas forcément un conseil pour quelqu'un qui se lance. En réalité, il faut faire un truc au début. Mais tu penses pas à lever des fonds? Parce que justement, tu ne peux pas te payer, j'imagine que c'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que tu penses à lever des fonds ou pas? En fait, Dire, est-ce que tu l'as fait? on pense à lever des fonds. On pensait à l'époque à lever des fonds. Et en fait, on était tellement pris par le quotidien, tellement pris par il faut aller voir ce client, il faut aller faire une mise en place, assister tel client, qu'on n'allait jamais jusqu'au bout parce que c'est très administratif. Lever des fonds, il faut que tu fasses des due diligence, il faut que tu prépares des documents, il faut que tu fasses Donc, plein de juste, choses. tu n'avais pas le temps? Ben, en fait, on trouvait que c'était plus simple d'aller chercher de l'argent chez nos clients D'accord. que d'aller chercher de l'argent chez un investisseur pour aller derrière développer le truc. Et tant mieux.
Pourquoi? Parce que franchement, moi je trouve que quand tu lèves des fonds, parce qu'on l'a fait début 2025, quand tu lèves des fonds, l'argent que tu as, si tu sais pas le gérer, tu accélères ta mort. Donc tu dépenses d'une manière pas rationnelle, pas forcément parce que, alors, pour reformuler un peu le truc, si tu connais pas la difficulté d'aller chercher chaque dirham et savoir où est-ce que tu le places, etc., euh, c'est comme, Ouais, euh, c'est de l'argent, c'est c'est comme trop gagner au facile. loto Ouais. et le lendemain, tu te dis, attends, je vais acheter 3 Ferrari, je vais acheter un truc, machin. Mais à la fin, tu gaspilles ton argent parce que c'est pas de l'argent qui est récurrent. Donc tu gaspilles ton argent, tu dépenses plus ton argent et tu sais pas derrière vraiment. C'est pas un accélérateur si Donc tu toi, sais tu pas préfères le exactement ce que tu modèle veux. où j'ai déjà un truc qui fonctionne, quitte à ce que ce soit petit, mais j'ai des clients, le modèle est rentable, je sais tel dirham que je prends de mes clients, où est-ce que je le mets, et du coup, je sais dans quelle direction je vais. Donc l'argent, les hanachot, c'est pour accélérer quelque chose qui fonctionne. Le plus important, c'est Tu de. prends pas de l'argent pour comprendre où est-ce que tu vas. Tu Voilà, prends de l'argent pour accélérer. exactement. Alors après, bien sûr, quand tu n'es pas obligé d'être rentable, parce que des fois, quand tu es rentable, tu te dis, bon, pourquoi je vais lever si je suis rentable. Mais c'est pas forcément être rentable, mais savoir exactement où tu veux aller, et savoir exactement ce qui te manque pour aller vers là où tu veux aller, et accepter Donc de tu penses que perdre. tu aurais levé au début, ça serait moins bien passé? Ouais, exactement. Et d'ailleurs, même là, quand on a levé, Et pourquoi tu attends 2025? parce qu'on voulait développer d'autres pays. Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, on est présent au Maroc et dans 12 pays en Afrique. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, etc. Et, euh, et donc, du coup, l'Afrique, c'est très bien, mais la taille du marché africain, pour un acteur comme nous, elle est très, très faible. Pour te donner une idée, euh, l'Afrique francophone, si tu prends les 12 pays sur lesquels on est, Toi, tu es sur toute l'Afrique francophone. ouais, Ok. si tu prends les 12 pays sur lesquels on est, réunis, ce n'est que la taille du Maroc. Alors que déjà, le Maroc, comme tu disais, Les 12 autres pays, hors Maroc, tu les additionnes, ça fait les 14-15 milliards de dirhams de médicaments? exactement. Ça fait Ah que ça. ouais. On est aussi gros que ça en santé par rapport aux autres pays? Oui, par rapport aux pays d'Afrique francophone. Mais là, tu mets Côte d'Ivoire, tu mets Exactement. Sénégal, tu mets tous les Exactement. pays. Exactement. Exactement. Waouh. Exactement. Ok. Exactement. Alors, bien sûr, je ne mets pas l'Afrique du Sud, je ne mets pas Non, non, bien l'Égypte, sûr, bien sûr. Afrique de mais l'Ouest francophone. exactement. Ok. Donc, du coup, tu te dis déjà, comme tu disais tout à l'heure, tu as 60% du marché marocain et tu n'es pas encore une licorne. Aller avec les contraintes, Et chaque pays est complexe, ouais. chaque pays complexe, etc. Mais Donc, pour continuer le truc, ouais. c'est. Donc on s'est dit, ok, donc c'est pas ce qu'on veut développer l'Afrique tout de suite. On va pas mettre tout notre argent, tout notre focus sur développer l'Afrique. Donc du coup, il faut qu'on aille sur des pays qui sont beaucoup plus matures, style Europe, Moyen-Orient, etc. Ces pays-là coûtent très cher, donc tu peux pas les faire tout seul avec ton argent Donc de si on poche. reprend l'histoire, tu développes le Maroc, puis tu testes des pays africains, tu te rends compte que c'est pas le bon. Tu sors complètement de ces pays, On y est tu toujours. restes, mais On est tu en te dis que c'est inbound. pas le C'est de focus. l'inbound. Et quand tu lèves, c'est pour aller ailleurs, c'est pour aller en Exact, Europe et exact. ailleurs. Ok. Comment vous êtes allé en Afrique? Parce que ça devait être aussi une C'est histoire de c'est- dingue. c'est- c'est de l'inbound. C'est premier client 2016. Euh, c'est un petit village au Gabon, Makoko. C'est, d'ailleurs, j'ai regardé, il y a une seule rue. C'est vraiment Il y a une un seule. pharmacien. Un pharmacie. C'est même Ok. pas une pharmacie, c'est un dépôt pharmaceutique. Ok. Donc, du coup, ils nous contactent. Bonjour, je vois que vous avez un logiciel de gestion de pharmacie, machin, ça coûte combien? On fait une démo, il prend le logiciel. Ah, top, super. Donc, on commence à avoir de temps en temps des leads en inbound, donc des clients que nous contactent. On le fait. À un certain moment, on se dit, tiens, le Maroc commence à bien prendre, on est bien au Maroc, viens, on développe l'Afrique. Le coût est énorme le coût d'acquisition client est énorme en Afrique, Pourquoi? parce que déjà la taille du marché, quand tu fais pas d'économie d'échelle. Tu es au Sénégal, c'est Mais tu 1500. te déplaces physiquement, tu Ouais, fais ça à distance, tu fais si quoi? tu veux Tu dois avoir une accélérer, équipe là-bas? si tu veux accélérer justement le déploiement, parce que nous au début on n'avait ni équipe ni rien du tout, on C'était de gérait tout. l'inbound et on déploie à distance. Exactement. Mais on s'est dit, tiens, on va aller faire les choses correctement, on va créer une filiale, on va trouver un partenaire local. Et vous commencez par quel pays? On a commencé par le Sénégal, où on avait déjà quelques clients. Et on s'est dit, tiens, on va aller accélérer le Sénégal. C'est un des plus gros pays sur lesquels on est. 1500 pharmacies de taille de marché. Donc à 10 fois plus l'époque, petit que le Maroc. 10 fois plus petit que le Maroc, exactement. Donc du coup, on y va. Bien sûr, tu as les coûts
d'avions, d'hôtels, machin. Et en même temps, tu te dis, pour prospecter, tu as maximum 1500 pharmacies pour pouvoir faire ton économie d'échelle. Donc, si tu fais un événement, tu vas pas avoir du monde, il faut que tu ailles faire du porte-à-porte, tu dois aller sur tout le pays, les frais de déplacement, les machins, très compliqué. Les gens, ils vont préférer quelqu'un de local, très compliqué. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas comme ça en frontal. C'est-à-dire, ça marche Mhm. pas en mode j'y vais, je crée ma Donc tu filiale. testes sur ce pays d'y aller sur place, mais finalement tu te dis non, je vais le faire à distance en self-serve. Voilà, on s'est dit, ça coûte cher. Ça coûte plus cher que le Maroc. C'est-à-dire que si le Maroc aujourd'hui nous coûte 1000-1500 dirhams pour faire de l'acquisition client, par exemple, Ça, c'est tes chiffres? plus ou moins. Et si on fait ça comme coût d'acquisition client, là-bas, ça nous coûte presque 10 fois plus cher. Donc on se dit, attends, on va dépenser 10 fois plus cher pour à terme faire quoi? 10 fois plus cher, 10 000 dirhams Ouais, pour un client. pour Alors un que client. tu vas pas, il va pas payer plus cher qu'un logiciel au Maroc. C'est Exact. pareil ou moins. Alors, Ok. non, c'est pas moins. C'est pareil ou un peu plus. Aujourd'hui, en Afrique, ils payent plus cher les logiciels Intéressant. que le Maroc. Parce que le Maroc, quand on a démarré, ils nous comparaient avec des acteurs locaux qui ont un business model totalement différent parce qu'ils s'installaient ça en local. Ils nous comparaient Maroc versus Maroc. Eux, ils nous comparent par rapport à la France. C'est-à-dire que les pays d'Afrique francophone, ils achetaient en général leur logiciel en France. Et là, ça coûtait 10 fois plus cher que ce que vous vendiez au Exactement. Maroc. Donc du coup, nous, quand on vient avec notre prix, ils disent D'accord. ah, c'est pas cher votre Ouais. logiciel, etc. Après, il commence à y avoir bien sûr des acteurs locaux où ça coûtait pas très cher, mais ça reste on reste hyper intéressant. Ça coûte plus cher en Afrique qu'au Maroc, mais on reste très Et compétitif. qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte que ça va coûter aussi cher de faire l'acquisition Ce qu'on client? fait, c'est qu'on se dit attends, oui, mais est-ce que c'est intéressant d'investir tout ça pour après à la fin faire quoi? Hein, demain, tu as 50% du marché. Hmm. Tu fais quoi? Tu es content ou là, tu te dis bah, 50%, j'ai même pas. Et c'est qui leur fournisseur de médicaments? C'est les mêmes que nous ou... En fait, dans le fournisseur, on met les grossistes et les laboratoires pharmaceutiques. Les grossistes, ils ont des grossistes locaux, parce que le grossiste, c'est celui qui te livre plusieurs fois dans la journée. Les industriels qui fabriquent ou qui importent des médicaments, en général, tu as des industriels internationaux qui livrent un peu partout dans le monde. Donc, tu vas avoir des fournisseurs en commun avec le Maroc, mais c'est Une pas. partie, d'accord. Ouais, une Donc, très tu n'as petite pas de partie. l'argument de dire je peux rentrer dans les pharmacies parce qu'après, dans ma vision globale, je ferai le lien avec les fournisseurs. Non, Ok. non, très peu. Ok. Très peu. Donc, du coup, tu te dis, OK, mais je vais faire quoi? Hein, j'ai pris 50% du marché. Tu m'as dit, c'est quoi le truc? Est-ce que je serai content? Non. Donc, on se dit, ah, petit, non. On va voir notre truc. On se concentre sur un marché, il a nos 10%. On sera super content. Donc, c'est là on voit un peu l'Europe. On voit le Et du coup, Moyen-Orient. tu restes en Afrique, mais sans partir sur place, donc Voilà. à distance, À et distance. sans avoir des bureaux là-bas. Sur Ok. deux, trois pays, on a des partenaires locaux, donc Mhm. des revendeurs locaux. Qui vont aller installer la Qui va solution, installer, qui va vendent et tout. prospecter, etc. Mais c'est de l'inbound, c'est-à-dire c'est presque zéro effort d'acquisition. Quel conseil tu donnes à des entrepreneurs qui commencent à avoir des clients au Maroc et qui se posent la question sur quel marché aller? Toi, pour le coup, c'était compliqué d'aller sur place parce que les économiques ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que c'est ça le Mhm. sujet, mais ça dépend peut-être des marchés. Mais est-ce que tu en as discuté depuis avec des gens qui ont les mêmes sujets? Quel conseil tu donnes en général? En fait, si tu veux, c'est vraiment que ce soit le choix du pays sur lequel tu veux aller, c'est quel effort pour quel retour sur investissement et quel blocage je pourrais avoir. C'est presque aussi simple que ça. Si demain tu fais presque pas d'effort sur un pays en Afrique et que tu peux exploser, fais-le. Mais si derrière, en fait, c'est vraiment une équation résultat, impact et Il faut être blocage. très rationnel sur le sujet. Très rationnel sur le sujet. On l'a pas été forcément, nous, quand on a décidé un peu l'international. Et Mais pourquoi après, vous êtes resté sur... Est-ce qu'il y avait une option, parce qu'après j'aimerais bien qu'on parle de l'Europe et des autres pays, il y avait une option d'aller en Afrique anglophone, où là il y avait quand même de la proximité culturelle qui faisait que c'était que l'Afrique Ouais, francophone. exactement. Quand l'Afrique francophone, c'est venu assez naturellement parce qu'on a les mêmes, enfin, on parle la même langue, plus ou moins la même culture, etc. Donc non, il n'y avait pas beaucoup d'Afrique anglo-saxonne. Donc, Ok, donc hyper intéressant. Tu testes, ensuite tu te défocuses un petit peu de l'Afrique. Quand tu te poses la question sur d'autres marchés, tu envisages quel marché et vers où tu vas? premier réflexe, c'est OK, Marocain, étudiant, qui a étudié en France, mon deuxième pays, etc. On se dit, allez, viens en France. En France, je ne fais pas beaucoup les calculs. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on crée une filiale en France, on développe.
Et pas forcément une mauvaise idée, mais pas la plus simple. Pas la plus simple parce que sur le parcours réglementaire, c'est Plus compliqué qu'au Maroc, la 100 réglementation. fois plus compliqué. Ah ouais. Ah ouais, largement, ça, c'est pas comparable du tout. C'est aujourd'hui, nous, ce qu'on voit avec tout ce qui est vibe coding, etc. Tu as un logiciel en pharmacie qui sort par semaine. Tu en as 2 qui meurent par semaine aussi, mais tu en as un qui sort par semaine. En France, il te faut un parcours de 1 an et demi pour lancer ton logiciel, minimum. C'est pas possible. Même pour vous qui avez déjà quelque chose qui tourne quelque part. Exactement. Parce que tu dois te faire certifier, des parcours d'homologation, c'est très très compliqué. Avec un peu l'histoire de l'œuf et la poule. C'est-à-dire que quand tu vas aller installer un module, il te dit non, je ne peux pas t'installer le module tant que tu n'es pas certifié. Et quand tu vas aller te faire certifier, il te dit bah non, en fait, tant que tu n'as pas le module, je ne peux pas te certifier. C'est quoi Donc, le module? par exemple, commande en ligne, ils appellent ça le Ah, format t'as pas ML. encore mis en place ça dans le produit. Donc tu vas voir par exemple le format ML, tu leur dis je veux intégrer votre module dans mon logiciel. Hmm. Il te dit non, il faut l'agrément. Tu vas aller voir la structure qui va te faire l'agrément, elle va te dire non, mais il faut que tu aies la commande en ligne. Bref, c'est assez complexe. On ne lâche pas, on continue d'avancer, mais on a adapté un peu notre stratégie. Là, vous êtes toujours en période d'homologation Oui, pour la France? exactement. On avait recruté aussi des personnes en France pour ça. Donc on a un Vous peu avez levé des fonds pour aller en France? Justement, la levée de fonds, c'était surtout pour ça. C'était surtout pour aller en France, parce que ça coûtait cher pour recruter, pour se faire l'homologuer. Là, pour tu aller crées une vite. filiale, tu recrutes là-bas et tout. Exact. Et comment ça se passe? Tu lèves comment? Tu lèves avec qui? Comment ça se passe ta levée de fonds? Alors, c'est plus un family office, donc c'est privé. Donc on a eu une discussion avec pas mal d'acteurs, Des fonds, des des family fonds office? d'investissement au Maroc, etc. Ils n'arrivaient pas à nous mettre dans une case, parce qu'ils se disaient, OK, alors vous êtes quoi? Vous n'êtes pas forcément une start-up, vous avez presque 15 ans, vous êtes rentable. Le temps de création, ça pouvait être un désavantage pour les fonds? Ils essayaient de comprendre, Il y avait ce côté où, comme tu existes depuis longtemps, est-ce que tu es une start-up ou pas? Exactement, et aussi... Parce que moi, je vois ça comme un avantage. Quelqu'un justement, ça dépend. vu que le marché est compliqué, ça fait 10 ans qu'il est dessus, il le connaît bien, quoi. Toi, je Ça pense que dépend. tu parles comme un pharmacien. Ouais. Parce que D'ailleurs, si tu discutes, je pense pas qu'on puisse faire la différence. exactement. Mais du coup, en fait, pour un fonds d'investissement, il voit sa sortie. Il voit comment il peut sortir. Quand il rentre aujourd'hui chez toi, comment il va sortir. Donc, pardon, pour sortir, il faut que quelqu'un rachète. Donc, il faut que tu fasses, entre guillemets, ton exit. Et il te dit, si tu n'as pas réussi à faire ça pendant 15 ans, peut-être que tu as quelque chose qui cloche. Est-ce que tu vas réussir à le faire sur les 3 prochaines années? Peut-être que tu as pris trop ton aise à essayer de développer les choses perfectionnistes. Peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, du coup, tu leur dis, OK, non, moi, voilà comment je fais. Voilà. Ça, c'est les fonds de VC. C'est les fonds de Et VC. tu as réfléchi à des fonds de private equity, tu vois, plus classiques, pas forcément start-up? Parce que là, tu es une boîte rentable en 2025. Oui, c'est ça. Alors, à l'époque, on nous disait non, le private equity, c'est trop gros pour vous, etc. D'accord. Donc, du coup, on se dit, bon, laisse tomber, on va aller chercher de notre argent chez nos clients, comme à l'époque. Ouais. On va pas se prendre la tête. Nous, on a envie d'avancer. Et je trouve que c'est sain, d'ailleurs, quand c'est tes clients qui te donnent de l'argent. Et aussi, c'est sain, je pense, de te dire est-ce que je lève, mais de ne pas être obligé. Même dans la discussion avec les fonds. Bah, en fait, tu peux lever comme tu peux pas lever. Moi, je continue à développer ma boîte, mais on discute. Exactement. Et ça te donne quand même un rapport Absolument. de force qui est équilibré, je trouve. Exactement. Et c'est sain. Parce que tu lèves pas. Si tu lèves pas, T'as tu pas vas le pas couteau sous fermer. la gorge, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, du coup, et à un certain moment, donc on a eu une opportunité avec un gars super sympa qui est rentré avec nous. Et Qui est dans le secteur aussi. pour l'instant, on ne communique pas trop sur c'est la première levée. Celle de 2025. Ouais, exactement. Mais du coup, c'est très bien passé. On démarre, on se dit, OK, il voit le truc, il comprend très rapidement la story. Il avait une startup juste avant sur laquelle il avait fait un exit. Et donc, du coup, il voit le truc très rapidement. Il se dit, OK, allez, je fonce. Presque pas de due diligence. Voilà, très rapide. OK, tranquille, c'est bien. On a un bon fit, un bon gars, un bon projet. Il a bien compris le truc, etc. Donc, on a avancé. Et donc, ça, c'était début 2025. Donc, fin 2024, début 2025. Et c'est là où je te parle un peu de quand tu lèves, l'argent n'est plus la même valeur que quand tu le fais. Quand c'était client. Voilà, exactement. À la sueur de ton front. Donc, du coup, exactement. Et donc, du coup, tu te dis, OK, donc tu recrutes plus facilement, tu
tu prends pas les petits stands, tu commences à faire des gros stands, tu commences à... Dans les événements. Exactement. Ouais. Heureusement qu'on a fait ça après. C'est-à-dire qu'on était rentable. Et donc, tous les investissements qu'on faisait, au pire des cas, si ça ne marche pas, on revient Ouais. à notre case Mais départ quand qui même, est il faut faire rentable. attention. Parce que même si tu es rentable, tu as dit que Exactement. la tentation de dépenser plus. Exactement. Alors, tentation, pourquoi? Parce que tu te dis peut-être que c'est comme ça. En fait, je ne sais pas que tu commences Ouais. à cramer ton argent. Tu te Mais dis peut-être que c'est comme ça que les boîtes grossissent. exactement. Tu te dis, tu sais, si j'ai un petit stand qui me fait tant, donc avec un stand beaucoup plus grand, je vais avoir beaucoup plus d'opportunités et je vais avoir plus de clients. Mais en fait, non. À un certain moment, tu plafonnes. Un stand à, je dis n'importe quoi, 20-30 000 dirhams, on a fait les calculs, et un stand à 300 000 dirhams, on a juste 10% de plus entre les deux, alors que c'est 10 fois le prix. Et le reste, c'est juste un peu d'ego, l'envie d'avoir un grand truc, et tu peux rentrer dans ce truc-là. Tu te dis, mais bon, là, franchement, on n'a plus d'ego. Enfin, on n'a pas d'ego, et heureusement, d'ailleurs, ça, c'est un truc que moi, je déteste, parce que ça casse tout business, toute relation, etc. Ah ouais, je suis d'accord. C'est le L'ego, pire, franchement, c'est pire la des- pire. pire des défauts, ouais. si- Mais même pas dans les relations entre toi et toi-même. Ça t'empêche d'agir, ça t'empêche de faire des trucs. Tu te dis, Exactement. ça, Franchement, c'est pas assez aucun- bien pour moi, ça c'est truc. Aucun problème d'ego. Franchement, 0%. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Jitex, l'année dernière, on avait fait un hyper gros stand. Cette année, on n'a pas été présent. J'étais avec mon petit sac de visiteurs. On n'a pas exposé parce qu'on Ouais. s'est dit, attends, Jitex, c'est top. Pourquoi? Ouais, C'est vrai, qu'est-ce que je mets, comme tu disais tout à l'heure, et qu'est-ce que ça va apporter? exactement. Est-ce qu'il y a mes clients là-bas ou pas? Non, bah dans ce cas-là. Exactement. Alors que c'est un gros event, tu te dis, tout le monde Toi, demande. tes clients, c'est les pharmacies, Mm. mais finalement, les pharmacies, Ouais. vrai, Bah, elles sont pas maintenant, là. tu as beaucoup de bouche à oreille, etc., j'imagine. C'est les fournisseurs, il y en a 150. Ouais. Donc, en fait, c'est pas au C'est du Jitex que tu vas les relation, rencontrer. voilà. C'est du sales enterprise, c'est-à-dire Mm. grand groupe, donc c'est de Exactement. la relation, c'est du Exactement. long terme, c'est des discussions, c'est des Exactement. déjeuners, c'est nanana. Mm. Et après, tu as les médecins, ils sont pas au Jitex. Exact. Et tu te dis, ouais, mais il y a des partenaires internationaux. Tu te dis peut-être que je vais, entre guillemets, me faire repérer par un gars au Moyen-Orient qui me dit, ah tiens, super. Mais en fait, c'est comme jouer au poker. Enfin, enfin, pas au poker, je veux dire au loto. Tu as une fois sur 1 milliard pour gagner le truc. Et franchement, et se faire voir sur un stand et se faire voir sur une première page de presse, je préfère largement première page parce que tu as. En fait, quand je dis première page de presse, c'est que tu as tes résultats qui parlent de toi. Ouais. Quand tu as un Quand stand, tu atteins des milestones et qu'on parle de toi, exactement, c'est beaucoup plus sain que quelqu'un, même s'il est là, alors que ces personnes ne viennent pas dans les stands voir un peu les Ouais. startups successful. Donc, ils vont pas se dire, tiens, sympa, notez ce numéro, je vais les voir. Donc, en gros, on s'est dit, c'est pas intéressant pour nous. Tu parles aujourd'hui un peu publiquement de tes chiffres, de ton chiffre d'affaires, etc. ou pas trop? Oui, on peut en parler, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes à combien de clients? Tu me disais 7000. Vous êtes à combien de chiffre d'affaires à peu On près? est Vous à êtes peu- combien dans l'équipe? On est à peu près 80 personnes, on fait à peu près 20 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Voilà, Excellent. Excellent. Et rentable. rentable, exactement. Ok, donc vous levez en 2025, vous commencez un parcours en France. Il y a d'autres marchés qui vous intéressent? Oui, Moyen-Orient. Moyen-Orient. Après, j'ai été aussi au Pakistan, qui est un beau marché. Pakistan, 50 000 à 60 000 pharmacies, 250 millions d'habitants. Pas de concurrents. Pakistan. Pakistan. 250 000 pharmacies? 250 000, non, 50 à 60 000 pharmacies. Ok, donc déjà 4 fois plus gros que le Maroc. Exactement. Taille de marché patient, 250 millions d'habitants. Ah ouais. Et, Et taille et le fameux marché. et réglementation. Tu as le chiffre? Je pense que c'est, je vais pas dire de conneries, mais peut-être au moins 5 fois plus grand que le 60 Maroc. milliards, 80 milliards Plus ou moins. Ouais. de dirhams. Ok. Et donc du coup, tu as pas de frein, énormément de freins à l'entrée réglementaires. C'est-à-dire que tu n'es pas comme par exemple en France où tu dois parcourir du combattant pour te faire réglementer, pour te faire homologuer. Après, tu as d'autres contraintes. Et ils ont C'est déjà des culturel. solutions, j'imagine. Non, pas forcément des logiciels pas de cloud. Zéro cloud. Ah ouais. Zéro logiciel en cloud, zéro SaaS. C'est un logiciel. En fait, c'est. D'ailleurs, même en France, on nous disait attends, mais la France, c'est un pays développé, etc. Oui, mais Ils ont, ils la n'ont plupart, pas ils de ont cloud. cloud. Il n'y a pas de cloud. Ils viennent d'avoir un acteur qui a démarré Comment récemment. ça se fait? En fait, c'est une. Il n'y avait pas Le marché est fermé, il y avait en pas fait, un c'est Sobrus qui est venu. C'est dur de disrupter. rentrer. Euh, Ouais, mais après, tu as une tech quand même. Enfin, tu as beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi ils n'ont pas vu ce sujet-là? parce que c'est très difficile Je d'entrer. pense qu'il y a des barrières. Les barrières à l'entrée qui Des sont barrières énormes. énormes. Et en plus, tu te dis, en fait, les acteurs qui sont sur place, dès qu'il y en a un qui dit, tiens, je vais lancer le cloud,
qui sort le bout du nez, tout le monde dit non, parce que le cloud, tout de suite, les gens te disent non, mais attention, mes Donc, données, tu as mes quelques machins. acteurs qui ferment un peu le marché en France. Dès qu'ils commencent, dès qu'ils commencent à vouloir le développer, tout le monde dit non, et après, ils repartent. C'est quoi? C'est 2-3 acteurs sur le Ouais. on-premise? C'est ça, Des Français. des Français, trois acteurs qui ont 80% du marché ou plus. Ouais, donc le marché est hyper compliqué, quoi. Pakistan, et ça c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure, un marché, il faut le voir rationnellement. Et donc là, Pakistan, c'est loin de nous. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de liens. Je sais pas, peut-être qu'il y a des échanges commerciaux, j'en sais rien. Mais il n'y a pas beaucoup forcément de liens culturels. Intéressant. Donc tu identifies le Pakistan comme un pays. Ouais, c'est Pakistan. Alors, un petit bonjour aussi à la personne qui nous a connectés. C'est une Marocaine qui habite Et tu as au commencé à Pakistan. regarder, du coup, tu as commencé Ouais, à vendre on a là-bas? été, on a rencontré, on a fait le road trip, on a regardé un peu les chaînes de pharmacie. Ils ont des chaînes de pharmacie là-bas. On a regardé un peu les industriels, on a regardé un peu le marché. Super intéressant. C'est un pays avec une population très très accueillante, hyper sympa. Donc ça te donne envie de faire du business, etc. D'autres pays que je ne citerai pas pour rester politiquement correct, où j'ai été en Afrique, très compliqué. Enfin, pas Afrique francophone, Afrique De anglo-saxonne. quoi? Pour faire du business? Pour faire du business, je me suis dit, mais jamais je ferai du business Ah, là. lâche. C'est compliqué. Tu dois faire attention, Ouais. Hada Jinabak, etc. Franchement, tu as envie de faire du business en étant à l'aise et être content Ah, d'aller tu dans un tu pays. sens que c'est quoi? Tu sens que c'est la guerre pour faire du business? Ouais, c'est pas forcément que le business, c'est aussi l'écosystème. Quand tu arrives à l'aéroport, tu dois faire attention. Quand tu dois, c'est très, c'est pas très safe. Tu te fais arrêter dans les trucs de police, les barrages de police, etc. Tu as le flic qui te dit, est-ce que tu m'as ramené quelque chose? Ouais, C'est très compliqué. Tu vois, c'est pas un tu regardes par la environnement. fenêtre. On n'a pas quitté, par exemple, on a été dans un pays comme ça, on n'a pas quitté l'hôtel. On avait le truc de Bill et Melinda Gates parce qu'on avait été sélectionné dans les boîtes qui ont été Bill and Melinda Foundation. Ouais. exactement. Donc on a été sélectionné il y a. Qui a changé de nom, je crois. C'est vrai, je sais pas. Je sais pas si. Je crois qu'elle a changé de nom. Donc ouais, ok, mais c'est ça. Donc et du coup, donc on a été avec eux, mais on n'a pas quitté l'hôtel parce que tu te sentais pas en sécurité. Alors que moi, je peux demain partir au Sénégal tranquillement, je peux partir au Pakistan tranquillement. Ouais. Tu vois, et je préfère. Et Pakistan, Moyen-Orient aussi ou pas trop? Ouais, absolument, Arabie Saoudite. Donc ça, c'est des choses actuellement que vous êtes en train de regarder. Absolument. Ça, c'est vous êtes Absolument. en train de développer cette partie. Ok. Égypte aussi, pareil. Si on revient sur le marché de la santé, parce que ça fait une quinzaine d'années que tu bosses dedans au Maroc, comment tu l'as vu évoluer? C'est quoi les grandes évolutions que tu as vues au Maroc? Est-ce que tu vois d'autres startups aussi, peut-être, qui se lancent dans ce marché-là? Comment tu vois un peu le secteur? Alors, santé, c'est très vague. Si tu veux, moi, je les vois un peu deux blocs. Tu as le bloc médecin et le bloc pharmacie. Sur le bloc médecin, tu as plein de boîtes qui se sont lancées, notamment dans de la prise de rendez-vous, notamment dans de la gestion de cabinet. Tu as plein d'acteurs. Alors, est-ce qu'ils ont réussi ou pas à leur échelle? Chacun fait son bout de chemin. Sur la partie pharmaceutique, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, il n'y a pas d'acteurs qui réussissent. Je n'ai pas envie de dire parce qu'on bloque le marché, c'est prétentieux de dire ça, mais c'est très réglementé, c'est très fermé. Tu veux dire qu'on bloque, c'est-à-dire toi? Ouais, en T'es tant déjà que dans le Sommage, marché. c'est ça. Ouais. Mais je pense Il n'y pas a pas parce trop que d'autres acteurs. il n'y a pas d'autres acteurs qui viennent et il y en a qui viennent, mais en fait, il y a une certaine complexité dans ce secteur. Il y a des personnes, par exemple, qui lancent des solutions de pharmacie de garde. Mais Parce que c'est vrai que, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que quand moi je vois 60% dans le marché, je me dis, il y a une opportunité, tu vois, c'est beaucoup. Mais donc il y a une raison pour laquelle les Ouais, gens ne sont pas forcément rentrés. c'est ça, mais c'est très compliqué parce que, par exemple, tu as des boîtes qui lancent des solutions de pharmacie de garde. C'est-à-dire, Par exemple, tu as des pas de apps, solution pour les pharmacies de garde spécifiquement. ils se disent, tiens, il y a un problème. Les gens, ils galèrent à trouver une pharmacie de garde. Ah, tu veux dire donc pour les patients, c'est même ça. pour les gens qui cherchent des médicaments. Exactement. Ok, Donc, ok, je vais lancer une application pour que le patient trouve une pharmacie de garde facilement, notamment Herasa, etc. Et donc, du coup, c'est des boîtes. Ils ont détecté un problème, ils ont vu la solution qu'ils peuvent apporter technologique, ils ont vu un peu une certaine opportunité, ils démarrent, le go-to-market est hyper compliqué. Il va voir un pharmacien, il lui dit tu payes pour intégrer le truc. Tu dis, non, impossible, ne me mets pas sur ton application. Donc ils galèrent à faire tourner son truc et donc ils Le arrêtent. business model il est compliqué, c'est pas comment Compliqué. vendre. Et ça c'est un exemple, tu as plein d'autres personnes qui essaient de vendre. C'est un écosystème qui est quand même assez tendu parce que comme il est réglementé, tu as les prix qui sont fixés, ils ne sont pas libres. Donc c'est assez strict et la pharmacie ne va pas avoir comme premier réflexe d'investir pour se développer. Elle va se dire, OK,
faut que j'achète mes médicaments, mes produits, faut que je les stocke correctement, faut que j'évite la péremption, faut que je les vende et rebelote. Il n'y a pas un truc, je vais faire, parce que c'est hyper réglementé. Tu peux pas faire de la pub comme tu veux, tu peux pas faire du e-commerce comme tu veux, tu peux pas faire du quick commerce comme tu veux, etc. Donc du coup, les acteurs qui viennent avec une idée pour disrupter, soit ils regardent même pas la réglementation. Il y a quelques acteurs qui, par exemple, ont démarré la livraison de médicaments qui est totalement interdite. Donc ils lancent une boîte alors qu'ils savent même pas si c'est interdit ou pas. Donc, c'est dommage parce que derrière, tu as tout un effort et tout. Et donc soit c'est interdit, soit c'est Soit il y a un business model qui est pas clair. voilà, Ouais. Ouais. où le marché n'est pas prêt, il n'est pas prêt d'investir. Et sur la partie clinique, parce que avec la libéralisation des cliniques, il y a de plus en plus d'acteurs, etc. sur les je sais pas, Mm. 10-15 dernières années. Je connais pas bien le marché, mais je Mhm. pense qu'il y a eu plus de cliniques qui ont été créées qu'avant, Exact, j'imagine. exact. C'était un marché qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent d'un point de vue tech sur ce sujet-là. Alors, comme c'est des gros groupes qui prennent les Ouais. marchés privés, Ils ont peut-être leur tech interne, ils ont leur sujet. équipe IT en interne, ils gèrent ça Ok. en interne, etc. Et un des sujets dont on a beaucoup parlé dans la presse, c'est la libéralisation, enfin, je ne sais pas si on appelle ça la libéralisation, mais en tout cas l'ouverture du capital plutôt, exactement. des pharmacies. Mhm. Ça, c'est un sujet pour l'instant qui est pas mis en place, hein. Non, C'est en discussion. C'est en discussion, exactement. Ouais. Et c'est quelque chose qui change quelque chose pour vous ou pas forcément, d'un point de vue techno, logiciel? Pas vraiment. On va juste peut-être, si ça passe, ajouter une brique pour pouvoir gérer plusieurs pharmacies. D'accord. Mais techniquement, c'est plus le marché qui va être bouleversé Ouais. si ça passe. Et tu vois, même si on dézoome de la santé, ça fait aussi 10-15 ans que tu es dans la tech au Maroc. Tu as vu une évolution, c'est-à-dire qu'entre 2014, 2012 et 2026, tu as vu une évolution sur ces années-là? Alors, je vois de plus en plus de boîtes dans le SaaS, ça c'est sûr. Euh, les gens sont prêts à payer des abonnements versus avant où ils se disaient attends, je peux pas m'engager à vie, etc. Donc, et tu as de plus en plus de boîtes tech qui se disent il y a un problème, je vais apporter ma solution en abonnement et je vais lancer le truc. Donc, je vois qu'il y a un gros changement sur les business models. C'est pas des gens qui font du sur-mesure, etc. Donc, c'est des SaaS qui naissent de partout. Tu as un SaaS pour les entreprises, enfin, des SaaS pour les entreprises, tu as des SaaS pour les commerces. Tu as un peu partout des SaaS qui pullulent de partout. Donc, je trouve que c'est bien. Ça permet de créer une certaine dynamique et de permettre de faire évoluer le marché. Après, la contrainte, c'est que un SaaS, c'est compliqué à rentabiliser. Mais le sujet de rentabilité, si tu n'arrives pas à le tenir jusqu'au bout, tu fermes et donc du coup tu casses un peu c'est un peu comme le e-commerce, tu casses la confiance. des clients. Les gens se disent, tu as vu, heureusement, J'ai j'aurais bossé dû- avec lui 6 mois, il a fermé. J'ai bossé Ah, avec lui 6 mois, il a fermé. Donc exactement. celui d'après, j'ai pas envie de bosser Ouais, avec donc lui, il quoi. te dit, ouais, mais comment je fais pour exporter mes données, machin, etc. Ouais. Donc, mais c'est comme le e-commerce aussi au Maroc. La confiance c'est est la petit à confiance, petit. mais du coup c'est important. Enfin, en tout cas, il y a une bonne dynamique. Une Mm. bonne dynamique. Comment tu vois Sobrus dans 5-10 ans? C'est quoi ta vision? Si on devait refaire un podcast dans 5 ans et que tu étais content du résultat, ce serait quoi? Top 3 dans les marchés, on va dire Europe, Afrique, Moyen-Orient. Top 3. Top 3 des pharmacies? Top 3 dans notre métier de digitalisation de la supply chain pharmaceutique. Ok. On est top 3 mondiaux, mondiaux, dans l'axe Europe, Afrique, Moyen-Orient. C'est notre ambition. Ok. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour finir pour les entrepreneurs qui se lancent? On a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des conseils qui te viennent à l'esprit? Alors déjà, moi je pense que il faut juste bien choisir et on en parlait tout à l'heure en off. Je te félicite d'ailleurs pour ton podcast et la consistance que tu as eue sur le projet. Et tu disais, je continue de le faire parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on se lance parce qu'on aime ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance parce qu'on veut plus de congés? Est-ce qu'on se lance parce qu'on veut gagner plus d'argent? Est-ce qu'on se lance pour de l'ego, comme on disait tout à l'heure? Pourquoi on se lance? Parce que si tu te lances dans un truc juste parce que tu as envie d'être libre pour prendre tes congés ou pour augmenter ton salaire quand tu veux, etc., il ne faut pas se mentir, un entrepreneur bosse 3-4 fois plus qu'une personne qui ne l'est pas. Donc, il faut choisir les bonnes raisons qui te poussent à créer ton projet si tu ne l'as pas encore créé. Une fois que tu le crées, il ne faut pas avoir trop d'émotions sur le changement de
de business model, le changement de truc. Quand tu vois que ça marche pas, c'est bien d'être persistant, consistant. Mais quand tu vois que ça marche pas, il faut adapter le truc. Il faut pas continuer. Enfin, limite, c'est des conseils que je me donne à moi quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, peut-être que ça nous a aidé aujourd'hui, mais Il y a un moment où tu étais trop. certainement, tu lâches Trop pas têtu. ouais, trop têtu, tu lâches pas l'affaire. Tu te dis, ouais, j'ai peut-être perdu quelques années de ma vie. J'ai appris d'autres choses en contrepartie, mais j'ai perdu quelques années de ma vie à ne pas vouloir changer et à être très, très Ultra têtu. têtu. Exactement. Donc s'adapter par rapport au marché, etc. Et franchement, ne pas lâcher, parce que rien ne vient comme ça tout de suite. Prendre du temps. Exactement. Ouais, aussi, ce que j'apprends, je discute avec toi, c'est que monter une belle boîte, ça prend du temps, quoi. Donc, Et- faut Absolument. rester là à fond et Exactement. Et prendre du plaisir surtout. tu prends du plaisir. Ouais, Ouais. parce que sinon, le chemin est très long. C'est comme quand on est à l'école. Quand c'est une matière que tu aimes bien, tu sens pas le temps passer. Et quand c'est une matière que tu détestes, tu regardes à chaque fois l'heure, tu te dis, ah, ça fait que 5 minutes qu'on a démarré le cours. C'est exactement la même chose. L'entrepreneur, si tu es dans un truc où tu adores, tu sens pas le temps passer et tu réfléchis tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça m'arrive de me réveiller et d'aller noter ce que j'ai rêvé. L'idée que t'avais, ouais. Parce que tu continues d'y penser. Tu te dis pas, je vais faire du 8h midi, 14h. Avant qu'on commence, tu me disais, moi, je fais que bosser, famille, je dors et c'est tout. Et parfois, Exactement. je suis déconnecté du reste. Exactement. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très focus sur mon boulot. Et ça, c'est ses avantages. Et ça permet d'exécuter et d'aller jusqu'au bout du truc. Voilà, en tout cas, Ouais. Peut-être un livre ou un film que tu as aimé, que tu aimerais conseiller, qui t'a marqué? alors, je m'attendais à cette question, mais franchement, j'ai aucune idée. Blocage total. Blocage total. Parfait. Blocage total. Bah écoute, franchement, merci beaucoup, Omar. Merci à Vraiment, toi. c'était un plaisir. Je pense qu'on est rentré quand même un peu dans le détail, etc. Donc, c'était hyper intéressant. Et merci pour ta transparence et ton honnêteté sur la boîte, parce que je pense que c'est super utile de comprendre vraiment en détail comment tu as fait ça. Merci à toi pour ton invitation et franchement, bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.